Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis ravi de vous accueillir ce matin au nom des équipes de stratégie. Cette matinée de conférence, elle a été imaginée avec Vincent de la Vessière, V comme V, et je le remercie, avec Pascal Cossa, qui a beaucoup travaillé en amont aussi pour préparer cette conférence. Ce matin, l'objectif, c'est de dresser une sorte d'état de l'art du métier de DIRCOM aujourd'hui, avec les témoignages de 10 communicants de haut vol. Leur métier, il est en pleine transformation, et c'est ce qu'on a pu voir en préparant cette matinée. Et le but de cette matinée, c'est de décortiquer ces transformations, de comprendre en quoi le métier se transforme. On a choisi, nous, cette année, de prendre 3 thématiques. Comment la com accompagne la transformation de l'entreprise, comment on fait la com de l'IA aujourd'hui, ce qui est un sujet qui n'est pas simple, et puis comment on fait rayonner la com quand son entreprise est un géant mondial. Voilà, on a pris ces 3 axes qui vont finalement rythmer cette matinée. Il y aura ces trois volets au cours de cette matinée. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews dans le magazine que vous avez peut-être vu à l'entrée et qui est disponible sinon sur notre boutique et en kiosque cette semaine, qu'on a bouclé hier soir et qui a été imprimé cette nuit. Donc vous avez là le magazine avec toutes ces interviews et ce cahier spécial. Avant de démarrer, moi je voulais vous dire juste 2 mots sur l'actualité de stratégie. Depuis la semaine dernière, vous pouvez écouter tous nos articles en audio. On a travaillé avec ETX Magellan et désormais, nos abonnés, en tout cas, peuvent avoir accès à tous les articles, mais surtout en audio. Donc ça, c'est un usage nouveau pour nous, donc on est très fiers de ça. Donc ça aussi, ça facilite bien sûr la lecture. Et puis, on a choisi aussi de lancer, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, une chaîne WhatsApp pour stratégie. Donc l'idée, c'est finalement, WhatsApp devient un canal de plus en plus professionnel. On s'est dit que c'était notre rôle et notre place aussi à Strat d'être sur WhatsApp. Donc il y a une chaîne WhatsApp stratégie qui, désormais, avec des actus et nos actus régulières, vous pouvez nous suivre sur WhatsApp. Voilà, c'est nos dernières actus, mais c'est aussi beaucoup d'événements. On en fait beaucoup dans l'année, une 30aine, et on en lance de nouveaux. En particulier, cette année, on lance un Grand Prix sur le thème de la beauté, qui sera en juin. Ça, c'est un nouveau Grand Prix. Et une nouvelle conférence, fin mars, sur le thème des défis 2025 des agences médias. Donc ça, ce sera fin mars. Pour revenir à cette matinée, elle a été montée avec le soutien de nos partenaires, Les Échos, Le Parisien Média, Paris Match Média et e-Presse-Pack. Et je les remercie vivement. Et j'invite d'ailleurs Corinne Régène, qui est DG du pôle Les Échos, Le Parisien Partenaire et Chief Impact Officer, à me rejoindre sur scène. Et on peut l'applaudir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Gilles. Bienvenue à la 2e édition donc, du DIRCOM Summit. Moi, je suis très heureuse au nom du groupe Les Échos Parisiens de vous accueillir et d'accueillir cette initiative pour une 2e édition cette année. Donc, merci beaucoup à Franck, merci à Gilles, merci pour cette initiative et pour cette volonté de réunir ensemble ces 10 directrices et directeurs de la communication qui vont partager, comme tu le disais, leur expertise et leur vision. De mon côté, moi, je voulais juste, en quelques mots, partager des éléments et des réflexions sur le contexte dans lequel s'inscrit cette matinée. Le paysage médiatique, vous le voyez, on le voit, chaque jour change. L'information, la communication et la publicité évoluent rapidement. Nous passons très clairement d'un écosystème structuré à une profusion de contenu qui crée une surabondance qui brouille véritablement les repères. Les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu. Chacun peut s'informer ou avoir le sentiment de s'informer sans passer par des médias qui sont vérifiés. Et dans ce contexte, nous avons vraiment le sentiment ici, dans ce groupe, que les marques doivent relever le défi de se faire entendre dans ce qu'on pourrait qualifier un peu de chaos. On assiste aussi, bien sûr, à une individualisation croissante des usages. Les algorithmes enferment chacun dans une bulle informationnelle où, malheureusement, la nuance disparaît au profit du clash et de l'instantané. Et je crois que les échanges de la soirée de lundi soir en sont une illustration assez spectaculaire. La personnalisation extrême des services renforce cette logique, risquant d'isoler chacun des citoyens et de nous empêcher de dialoguer. Dans ce contexte-là, la question pourrait se poser de quel est le meilleur endroit pour nous réunir. Je pense qu'un groupe de publishers comme le nôtre, le groupe Les Échos Parisiens, c'est un lieu dans lequel véritablement, comme dans d'autres groupes de publishers d'ailleurs, ce qui prime, ce sont les contenus, les faits,
et les récits. Mon message ce matin, c'est vraiment créer des récits communs est crucial pour les marques et les médias. Je crois que ça, c'est vraiment très important dans le contexte que je viens d'évoquer rapidement. Comment recréer du lien, comment redonner du sens à la communication des marques. Plus que jamais, nous avons, nous, ici, la conviction que la confiance doit être notre boussole. Médias et annonceurs ont la responsabilité de garantir des environnements sûrs, des environnements transparents, essentiels pour construire un récit fédérateur. L'information de qualité, vérifiée et contextualisée doit être au cœur de nos prises de parole. C'est important aussi de se rappeler que la forme compte autant que le fond. Vidéo, audio et format long répondent à une demande croissante de compréhension et de recul. Le public, et notamment les plus jeunes, contrairement à parfois ce qu'on entend, recherche du contenu approfondi, loin du flux anxiogène des actualités en continu. Dans ce groupe, nous croyons définitivement en ces formats et témoignons de leur puissance. Je vais donner comme quelques chiffres, 3 chiffres pour illustrer ce point. Le Parisien produit 300 vidéos par mois avec plus de 320 millions de vidéos vues mensuelles. Les échos de leur côté ont lancé de nouvelles séries vidéo à thématique business qui fonctionnent très très bien. Et Paris Match, qui a rejoint la régie le 1er janvier dernier, a cumulé sur le seul mois de janvier 370 millions de vidéos vues pour ces vidéos. Donc en fait, des groupes comme les nôtres, et pas que le nôtre, on est dans les nouvelles écritures et on ne se cantonne pas à continuer à développer, à continuer à investir sur le print. En conclusion, je dirais que nous, acteurs de la communication et des médias, devons tous ensemble co-construire des récits qui rassemblent. Nous devons guider les marques vers des prises de parole qui soient responsables, dans des environnements qui sont pertinents et engageants. Créer du commun, c'est retrouver du sens, c'est permettre aux marques de dialoguer avec leur audience. Et je conclurai par cette citation de Paul Ricoeur qui disait « Sans récit commun, il n'y a pas de destin commun. Le défi est immense, mais l'opportunité est là. Saisissons-la tous ensemble. Belle matinée à tous. » Merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort. Merci Corinne. Merci bien. Alors, on va démarrer sur les chapeaux de roue, ça paraissait évident avec Renaud. Donc, je vais inviter Christian Stein, qui est le DIRCOM du groupe Renaud, à me rejoindre sur scène. Et on peut l'applaudir. Voilà, si j'arrive à allumer le micro. Alors, Christian, on va peut-être dire, on va commencer par votre parcours et un peu l'originalité de votre parcours, puisque finalement, vous êtes passé par les ventes, par le marketing, et puis dernièrement, vous étiez le DG de Ampère. Vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Pas le DG, mais... Pardon. Oui, donc le parcours, bon, pour résumer, ça fait quand même quelques années maintenant. Donc en fait, j'ai fait que de l'automobile, 3 groupes différents, Peugeot, PSA avant que ce soit Stellantis, Volkswagen et Renault depuis fin 2020. Et c'est vrai que ce qui fait un peu la spécificité de mon parcours, la première chose, c'est qu'en fait, jusqu'à arriver chez Renault, j'ai toujours travaillé à l'étranger. Bon, pas dans des pays forcément exotiques, hein. C'était Belgique, Angleterre, Espagne et beaucoup de temps en Allemagne. Et en fait, tout mon background est plutôt sales et marketing, jusqu'au moment où j'ai démarré à la communication il y a à peu près 10 ans. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, surtout dans le job actuel, dans la mesure où le fait d'avoir été en contact pendant toute ma carrière avec les ingénieurs, les commerçants et même des clients pendant un certain nombre d'années, ça me permet de rester quand même les pieds sur terre et d'éviter ce phénomène un peu tour d'ivoire qu'on peut avoir parfois en direction de communication. Et d'ailleurs, depuis que je suis arrivé chez Renault, donc j'ai pris la direction des marques, la com des marques justement au démarrage. Et après, effectivement, j'ai fait partie de l'équipe de direction d'Ampère pour lancer Ampère, notre filiale électrique, avant de prendre la com du groupe en septembre, donc il n'y a pas très longtemps. En septembre dernier. On a bien sûr choisi Renault parce que le groupe il s'est totalement transformé en 5 ans, j'allais dire, mais il avait commencé un peu avant, mais en tout cas c'est radical depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette transformation radicale pour ceux qui n'auraient pas suivi? Oui, alors en fait, bon, ce qui est assez connu, c'est le nom de la Renaulution. Hein. En fait, bon, ça, au début, d'ailleurs, je suis à peu près sûr que ça générait un peu de scepticisme parce que tout le monde s'est dit c'est bien marketé, mais est-ce qu'il y a de la profondeur derrière? Mais en fait, les conditions étaient idéales pour se transformer vite parce que Renault, en 2020, a fait 8 milliards de pertes. Donc, vous n'avez pas trop à vous poser de questions, il faut changer. Et en plus, la spécificité de l'industrie automobile, c'est que vous avez une double transformation, disruption, comme disent les Anglais. Donc, le digital que tout le monde a connu, mais qui s'accélère pour nous avec les véhicules qui deviennent des softwares, mais la transition énergétique en même temps.
Il fallait faire face en fait à ces deux transitions avec un groupe qui perdait beaucoup d'argent. Donc du coup, ça a été compliqué parce que un groupe comme Renault, c'est quand même beaucoup de monde, 100 000 personnes, sur tous les continents, et avec tous les métiers. C'est-à-dire que vous avez la R&D, les usines, donc col bleu, col blanc, et puis les métiers du commerce avec le retail. Donc opérer une transformation comme ça, c'est pas simple. Le pourquoi de se transformer, je pense que tout le monde comprend. Le pourquoi moi, déjà moins, surtout en France, parce qu'on préfère toujours le changement chez les autres, finalement. Et le comment est très compliqué. Donc, mais en fait, à l'arrivée, et je terminais par ça quand même, c'est que finalement, quand on regarde les chiffres, on a opéré un des turnarounds les plus rapides de l'industrie. C'est-à-dire qu'on a été la seule entreprise européenne avec Ferrari à ne pas faire de profit warning l'année dernière. Et on a quelque chose de très important, parce que finalement, tout est basé sur le produit. Gagné pour la deuxième fois la voiture de l'année, le Car of the Year, qui est la reconnaissance ultime dans l'automobile, pour la deuxième fois de suite, avec deux marques ensemble, en plus Renault et Alpine, qui sont un peu la consécration du travail du plan qui a été lancé par Luca De Meo début 2021. Donc voilà, on est content. Là, on est dans une période assez agréable. La suivante va démarrer, mais en ce moment, on savoure quand même, parce que ça a été dur. Oui, on comprend bien. Alors, ce que j'ai envie de comprendre, moi, c'est quel a été le rôle de la com dans cette transformation. Et puis, c'est aussi ce que vous m'expliquez en préparant cette matinée, c'est que finalement, la com, elle doit prendre des risques parfois avec des formats innovants. Il y a eu des prises de risques sur les produits, hein, on l'a vu, et on a bien compris, mais en com aussi. Alors, bon, c'est sûr que la transformation, maintenant, c'est le métier de tout le monde. C'était une transformation très profonde. Donc, en fait, bon, la com, c'est évidemment d'être capable d'accompagner les RH et la transformation pour expliquer le pourquoi, pour expliquer le comment. Moi, je me suis rendu compte que, quelque part, la transfo, elle est presque plus facile à expliquer à l'externe qu'à l'interne. Donc, ça prend du temps. Et finalement, quand vous parliez de prise de risque, et je reviens à l'introduction sur les formats longs, moi, finalement, un des projets dont je suis le plus fier personnellement, c'est qu'on a choisi de la raconter, en fait, la transformation pendant. Et en fait, il y a 2 ans, il y a des producteurs qui sont venus nous voir en nous disant on voudrait raconter la Renaulution, est-ce que vous acceptez de faire rentrer les caméras ? Et donc 2 ans, c'est sorti il y a 2 mois, c'est sur Amazon maintenant, c'est Anatomy of a Comeback, et c'est l'histoire de la Renaulution et de la transformation. Et effectivement, à l'époque, moi, je l'ai dû prendre mon bâton de pèlerin en interne, à l'expliquer à tout le monde, voilà, est-ce que vous êtes disposé à faire entrer les caméras dans les réunions, dans les workshops, en expliquant qu'il fallait à tout prix, pour être crédible, qu'on accepte de montrer, là, on avait des doutes, là, on pouvait se tromper, etc. Et j'ai été très étonné, parce que Renault, qui historiquement était quand même relativement fermé sur la communication, ici, tout le monde l'a ouvert. C'est ouvert en disant, jouons le jeu. Donc aujourd'hui, on a 4 épisodes de 40 minutes, donc c'est vraiment des formats longs, et on voit que tout n'est pas parfait. On voit que l'entreprise s'est transformée, on voit qu'on a atteint le succès, mais on voit que le chemin, il a été dur quand même. L'autre dimension de la com et du marketing, c'est le revival des marques, la R5, la Twingo, la R4. Finalement, c'est du pain béni en com, ça. Ouais, ça c'est sûr que... Non, mais il y a la nostalgie, il y a des imaginaires, on parle... Alors ça peut être le piège d'ailleurs. Mais c'est sûr que R5, R4, Twingo, alors surtout en France, c'est aussi un des dangers. Il faut faire attention que l'impact que vous avez en France n'est pas toujours le même à l'étranger. Et par exemple, R5, R4, ça veut dire quelque chose pour à peu près tout le monde dans la salle. Enfin, plus on est âgé, plus ça veut dire quelque chose quand même, soyons clairs. Mais par exemple, vous avez des pays qui sont plus R5, d'autres sont plus R4. Vous allez en Allemagne, ils préfèrent R4. Vous allez en Angleterre, ils préfèrent R5. Twingo, c'est plutôt, on va dire, en Italie. Bon. Mais c'est sûr que déjà, ça réveille des sentiments et ça rappelle quand même que la voiture, même si on est très critiqué, même si on ne veut plus de nous en ville, ça reste quand même un produit émotionnel. Et c'est pour ça que la R5 a été voiture de l'année aussi. Et puis, le fait que ce soit des voitures connues, ça fait faire beaucoup d'économies parce que vous n'avez pas investir les dizaines de millions d'euros pour construire la notoriété du nom. Mais il faut éviter de tomber dans le piège de la nostalgie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous vendre que sur le passé. Donc il faut que les voitures, quand elles arrivent, elles fassent référence à des émotions du passé, mais elles aient vraiment la technologie du futur. Et c'est ça la transformation. Et c'est ça qu'on a réussi avec Renault 5, qui est en fait une voiture qui est d'abord et avant tout bourrée de technologie.
Voilà. Donc. Hyper intéressant. Moi, je vous remercie beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Merci à Christian Stein. Merci. Je récupère le micro. Alors, on change de secteur, mais on reste sur ce sujet de la transformation de l'entreprise avec Alexandra Laferrière, qu'on peut applaudir bien fort, qui est directrice de la communication de Lactalis. Merci. Bonjour Gilles. Bienvenue, bonjour à Alexandra. Alors, là aussi, on va commencer par votre parcours. Vous avez un parcours que je définirais à la fois par beaucoup d'affaires publiques et pas mal de crises. Est-ce qu'on peut raconter ce parcours un peu ? Oui, en effet, je pense que ce qui est peut-être le point commun de ce parcours, c'est que j'ai à la fois fait de l'entreprise et du conseil. C'est-à-dire que tout au long de ce parcours, j'ai d'abord commencé dans le service public à France Télévisions, donc magnifique entreprise. Puis j'ai fait du conseil chez Havas. Puis je suis retournée en entreprise. Et là, j'étais côté affaires publiques, en effet, chez Google, puis chez Uber. Mais c'est vrai que dans les structures et dans les entreprises américaines, c'est 15 ans de travail, en fait, en mode projet. Donc vous êtes moins cantonné à votre métier, je dirais, d'affaires publiques, parce que vous gérez un projet et vous travaillez avec vos collègues dans cette entreprise sur la partie RP, sur la partie comme externe, comme interne, affaires publiques. Et donc, vous gérez en fait ça de façon très alignée et cohérente, en fait, ce qui est moins le cas peut-être dans les entreprises françaises. Et en effet, je suis retournée dans le conseil après chez Publicis Consultant. Et je suis arrivée il y a 6 mois chez Lactalis, dans l'agroalimentaire. Chez Lactalis. Alors, dans votre parcours, chez Uber en particulier, ça a été un peu rock'n'roll, le côté affaires publiques, puisque c'est un moment où Uber, finalement, était aussi sous les feux des projecteurs. On peut en dire 2 mots aussi, les enjeux et les difficultés de ces moments-là ? Oui, je pense que ce soit, d'ailleurs, c'est toujours des enjeux de réputation. Uber a évidemment une réputation qui est challengée, mais c'est ce qui rend aussi en fait ces métiers passionnants. Et donc évidemment, quand vous êtes en charge, et à l'époque c'était le cas chez Uber, moi je m'occupais de 8 pays qui allaient de la France sur toute l'Europe du Sud, Europe de l'Ouest, Europe du Sud, jusqu'à la Turquie. En passant par Israël. Donc vous avez des enjeux qui sont extrêmement importants liés au business. Je crois que ce qui était rappelé par Renaud tout à l'heure, c'est aussi l'importance pour la communication d'être au service du business. C'était le cas chez Uber. On avait, et je crois que la directrice de la communication d'Uber France est dans la salle, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais moi, je garde en tête des crises majeures pour le business où on avait parfois une décision qui est au départ politique, mais qui a un impact sur le business. Et donc, il faut trouver des solutions, en fait, qui sont au départ, business, juridique. Puis, ça devient un enjeu de communication et d'affaires publiques. Je prends l'exemple de Barcelone, qui est une ville dont la maire est toute ressemblance avec des maires de grandes villes d'Europe ou de France sont fortuites. Voilà. Donc Ada Colau, maire de Barcelone, décide du jour au lendemain d'interdire les VTC. À l'époque, cette interdiction tue une pépite de la tech en Espagne qui est Cabify. Et pour Uber, c'est 50% du business qui disparaît. Donc comment, à partir de ce moment-là, vous mettez en place, en effet, une stratégie pour revenir, en fait, opérer dans cette ville. Et donc, évidemment, c'est des enjeux d'affaires publiques, de communication, de réputation pour trouver une solution. C'est vraiment au service du business, effectivement. Est-ce qu'on peut définir alors le groupe Lactalis aujourd'hui ? En préparant cette matinée, vous me disiez, en fait, on a tous des marques Lactalis dans le frigo, mais on ne le sait pas. Oui, je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce groupe. Finalement, il y a une culture de la discrétion qui, aujourd'hui, et je pense... c'est aussi ma feuille de route, c'est de pouvoir donner un peu plus savoir ce qu'est ce groupe, quels sont les enjeux, et puis d'essayer de trouver ce récit dont parlait Corinne tout à l'heure, parce que c'est un groupe, en effet, qui est présent dans chacune de nos maisons.
puisque sans doute on a tous dans nos frigos, en effet, du camembert président, du beurre président, des yaourts Sigis, des yaourts La Laitière. Donc c'est vrai que c'est au cœur des enjeux de souveraineté alimentaire, des enjeux de sécurité alimentaire et évidemment de ceux du pouvoir d'achat. Donc c'est un groupe qui aujourd'hui en fait a tous les atouts. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans l'interview que vous pourrez retrouver dans Stratégie pour poursuivre cette transformation. C'est-à-dire que c'est moins une transformation, même si je pense qu'il y a les mêmes enjeux qui étaient expliqués pour Renault, puisque la transition digitale évidemment impacte le business de chacune de nos entreprises. Mais d'ailleurs, c'est très étonnant. Moi, quand j'ai rejoint Lactalis, finalement, on aurait pu considérer que c'était très loin des sujets tech, mais les premiers enjeux que j'ai eu à gérer étaient ceux de cybersécurité, parce qu'en effet, on a eu affaire à des ransomware en Chine, par exemple, et c'est extrêmement complexe. Et quand ça atteint des sites de production, ça peut être très vite très dommageable. Donc on bascule vite fait en mode crise. Mais surtout, j'ai appris que Lactalis aussi était une des seules entreprises françaises à avoir ses propres data centers. Donc on est très éloigné de ce qu'on peut considérer comme étant en effet une entreprise agroalimentaire. Mais c'est vrai que c'est passionnant et il y a énormément de choses à faire pour accompagner cette transformation. Une des dimensions qui m'a aussi beaucoup intéressé quand on a préparé cette matinée, c'est cette stratégie de com en fait, entre la marque du groupe, la marque Lactalis, et les marques produits. En fait, l'une peut protéger les autres en cas de crise. C'est un peu ça aussi. Oui, je pense qu'on a tous en tête le fait que Lactalis a fait face à des crises et des crises très importantes, puisque ce sont des crises alimentaires. Donc, la crise du lait infantile a été, je pense, un moment charnière dans la communication du groupe Lactalis, dans la nécessité d'être plus transparent et de porter un récit sur ce que le groupe faisait, notamment en matière de sécurité alimentaire, mais au-delà de ça, en matière de ce que proposait le groupe. Et c'est vrai que de nombreuses crises alimentaires, malheureusement, ont suivi. On a en tête, évidemment, les cas de Kinder pour Ferrero, les jours de Pâques. On a en tête, évidemment, Nestlé avec les pizzas Buitoni. Et donc, sans doute, vous vous souvenez, d'ailleurs c'est le cas, la marque Buitoni, finalement, n'existe plus en France aujourd'hui. Très récemment, l'inauguration de la nouvelle usine a été faite avec le repreneur italien. On ne parle plus de la marque et Nestlé ne parle plus de Buitoni en France. À l'inverse, et je dirais c'est presque un contre-exemple, on retient le nom de Lactalis dans la crise du lait infantile. Et si je posais la question aujourd'hui dans cette audience, qui se souvient du nom de la marque de lait infantile qui était en cause, je pense que tout le monde l'a oublié, ou personne ne le sait, parce que c'est Lactalis qui, en effet, était au premier rang de cette crise, et c'est bien normal, c'est la responsabilité du groupe, parfois en effet, de protéger les marques produits, parce que ce sont de très belles marques, parfois des marques iconiques. C'est vrai que Président et les camemberts Président sont distribués dans 160 pays dans le monde, donc c'est assez impressionnant. Alors, quels sont les enjeux pour la com dans un groupe comme Lactalis et quel est son rôle en fait ? Alors, l'enjeu pour la communication, comme très longtemps, il n'y a pas eu de communication, en fait, ou alors, je dirais que la communication n'était qu'au service, en fait, des marques. Il est important aujourd'hui pour Lactalis d'essayer de faire comprendre ce que le groupe est devenu. On parle beaucoup de transformation. C'est vrai que Lactalis a longtemps été, on va dire, une entreprise française qui était présente à l'international. Et le groupe est passé véritablement d'un groupe international, avec, en fait, une présence multilocale. C'est-à-dire que dans les plus de 50 pays dans lesquels on est présent,
c'est vraiment un DG avec son PNL qui gère les choses sur place. Et ça, c'est vrai que ça s'est fait vite. Ça s'est fait à la fois par une stratégie en fait de croissance interne avec, je vous parlais de ces belles marques, comme par exemple Sigis que Lactalis va racheter aux États-Unis et va déployer. Parce qu'en effet, un des savoir-faire de Lactalis, c'est de pouvoir prendre des marques et les déployer dans l'ensemble en fait, du monde. Donc, petit à petit, de pouvoir en effet proposer ces produits dans chaque pays. Mais c'est aussi de la croissance en effet externe parce que le groupe a beaucoup grandi et s'est beaucoup transformé aussi grâce à des acquisitions. Parmalat, Galbani et puis Kraft Food. Aussi aux États-Unis. Et plus récemment, on a annoncé au mois de septembre que le groupe rachetait. Évidemment, c'est soumis aux autorités locales et aux autorités de la concurrence locale, mais rachetait les activités yaourt de General Mills. Et donc, c'est la marque Yoplait. Donc une com d'accompagnement des marques, mais aussi, j'allais dire, toujours de discrétion dans le groupe. Je pense qu'il faut respecter aussi ce qui est la culture de l'entreprise. L'ADN du groupe a toujours été, et ça c'est très aussi, vous savez que Lactalis a son siège social à Laval, en Mayenne, et donc il y a une culture très forte du ce qui fait du bien ne fait pas de bruit, et ce qui fait du bruit ne fait pas de bien, et c'est vrai que c'est très ancré. Donc on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et je crois qu'il est très important de mettre en place en fait une communication qui colle à cette culture, qui permet en effet de donner plus savoir, d'être plus transparent, de raconter ce récit et d'essayer de trouver la ligne de crête. En tout cas en France, c'est vrai que Renaud rappelait tout à l'heure que très souvent l'image à l'extérieur n'est pas celle de l'image en France. Pour nous, c'est une évidence, c'est-à-dire très souvent, Lactalis est très très bien perçu dans les pays dans lesquels il opère, en Brésil, c'est vrai en Asie, en Italie et en France. C'est trouver cette ligne de crête entre l'amont, avec en effet le monde agricole, c'est extrêmement important. C'est vrai que Lactalis n'est rien sans l'amont et l'amont n'est rien sans la transformation et Lactalis aussi. Et puis l'aval, avec la grande distribution où régulièrement et chaque année, on est dans des périodes de négociation commerciale qui cristallisent aussi évidemment les discussions entre les distributeurs, les transformateurs, le monde industriel et la nécessité in fine de préserver le revenu du monde agricole. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort Alexandra Laferrière. Merci Alexandra. Alors, toujours sur le thème de la communication au service de la transformation, j'appelle maintenant Sarah Pearl Bokobza, qui est DIRCOM d'Ariane Group. Et on peut applaudir bien fort Sarah Pearl également. Bienvenue. Alors, là aussi, un parcours un peu atypique, parce que vous êtes ingénieur chimiste de formation. Oui, il n'y en a pas beaucoup dans la com, je pense. J'avoue. Et vous avez eu un parcours où vous avez connu bon nombre de crises, en particulier chez Atos, c'est ça, hein? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce parcours Oui, alors un parcours en effet atypique, avec une vocation à la base littéraire, mais j'ai fini par choisir les sciences, parce que je suis passionnée de technologie, de molécules, ça nous entoure tout le temps. Donc je suis devenue ingénieure chimiste, mais très tôt j'ai basculé du côté obscur de la com. J'ai été rattrapée par mes premières passions et j'ai commencé en fait dans l'audiovisuel, dans un groupe qui s'appelait Expand, qui a été ensuite racheté par Studio Canal, avec un mentor qui m'a formée à la communication, puisque j'ai appris en marchant, et qui m'a ensuite emmenée en cabinet ministériel, où j'ai fait 5 ans sur le dernier quinquennat Chirac, en passant par Matignon puis Bercy. Et ensuite, forte de ce que j'ai appris, notamment des jeux politiques, des enjeux politiques et de la communication qu'on pouvait faire, je me suis dit que c'était vraiment la voie que je voulais prendre. Donc j'ai rejoint ADECO en directrice de relations presse, médias et affaires institutionnelles. Et puis j'ai poursuivi le parcours chez Atos et j'ai comme ça complété tout l'éventail des métiers de la communication pour arriver il y a 7 mois chez Ariane Group.
Atos, en tout cas, en termes de crise, c'est aussi une entreprise qui a été formatrice et difficile, non si on peut en dire deux mots. Formatrice, oui, difficile comme partout, je pense. Je rejoins la communication de crise qui a été évoquée avant. Beaucoup de crises de cybersécurité, notamment parce que Atos était partenaire et fournisseur des Jeux Olympiques, et c'était à peu près à l'époque, ça a dû encore augmenter, 450 incidents secondes, donc beaucoup de choses. Mais la plus grosse crise, alors en cyber, c'était WannaCry, je ne sais pas si ça parle ici dans la salle, qui était une crise internationale, qui a coupé tout, qui était un malware qui bloquait tous les ordinateurs, donc assurer le service client, assurer l'interne, rassurer l'externe. C'était un groupe coté, donc une jolie petite crise. Et la vraie grosse crise, ça a été le Covid. 110 000 personnes, 73 pays, tout aligné, assurer les plans de continuité du business, faire livrer tout ce qu'il faut en Inde, en Afrique, pour que les gens puissent continuer d'opérer. Et puis faire attention aussi à nos collaborateurs, prendre soin d'eux, faire tout ce qu'il fallait pour maintenir vraiment une espèce de sécurité sanitaire pour le groupe. Alors, qu'est-ce qu'Ariane Group aujourd'hui? Et puis, est-ce que les gesticulations d'Elon Musk à l'autre bout du monde avec SpaceX, en fait, bousculent le secteur? Alors, Ariane Group aujourd'hui, c'est avant tout un groupe qui existe à peu près depuis 10 ans, avec deux maisons mères, Safran et Airbus à 50-50. C'est un groupe privé, franco-allemand, et surtout un groupe industriel qui a non pas que les lanceurs, mais aussi tout un tas d'activités avec des filiales qui vont de la pyrotechnie à la molécule chimique jusqu'au viseur d'étoiles. C'est un mot qui fait rêver, je l'avoue. Et dans les lanceurs, on a bien évidemment les lanceurs du transport spatial et les lanceurs militaires, puisqu'Ariane Group fournit le M51, donc le missile de dissuasion. Ce qui fait que, en termes de communication, on a quelques petites contraintes. On ne peut pas toujours tout exprimer, et la feuille de route, c'est vraiment de montrer la transformation du groupe et de parler un peu plus de nos sujets autres que lanceurs, et lanceurs en tout cas pour le militaire. Par rapport à Elon Musk, je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse parler de concurrence à proprement parler pour Ariane Group. Je pense que c'est une concurrence qui est vraiment au niveau du spatial. L'arrivée de cet acteur a quand même révolutionné aussi les satellitiers, les opérateurs. Enfin, c'est vraiment un impact très très large. Après, la transformation avec cette arrivée fait qu'elle doit se faire plus vite, et c'est en ça qu'Ariane Group aujourd'hui avance. Et après, on n'a pas, si on doit vraiment, j'aime pas le mot comparer parce qu'on n'a rien de comparable. On n'a pas les mêmes business models, on n'a pas les mêmes financements, on fonctionne vraiment pas de la même façon. On comprend bien. Alors, comment la com accompagne cette transformation à marche forcée du groupe Alors, elle n'est pas à marche forcée. Bon, alors, comment la com accompagne cette transformation du groupe? Alors d'abord, lead by example, le groupe se transforme, toutes les entreprises, je pense toutes celles qui sont ici, se transforment, c'est le monde qui veut ça. On accompagne la transformation en étant aligné avec les objectifs. J'ai entendu parler tout à l'heure de mode projet, donc on travaille énormément en mode projet, on fait en sorte que les contenus, les contenants, les formats soient cohérents avec un alignement entre tous les discours. On a refait pour ça notre site web avec des 3D, des choses très très innovantes. On revoit bien évidemment tous les formats. On investigue de nouvelles choses, mais encore une fois avec des contraintes pour parler de sujets qui ne sont pas toujours évidents. Donc il y a toujours une petite ligne de crête sur laquelle on est, et on avance en tout cas vraiment avec une équipe de 24 personnes soudées et très très efficace. Il y a eu ce temps fort qui était le vol inaugural, je crois que c'était l'été dernier, qui a marqué les esprits. Vous disiez aussi, quand on a préparé cette matinée, c'était une façon d'en finir avec l'Ariane bashing, quelque part, cette réussite. Tout à fait, le vol inaugural, donc le 9 juillet dernier, qui a été un vrai succès. Alors moi, ça faisait 1 mois que j'étais arrivée dans le groupe, autant vous dire que moi, j'ai appris au pas de charge, réellement, ce qu'était un lanceur, ce que ça voulait dire, et au-delà de ça, les enjeux de souveraineté. Vraiment, parce qu'un lanceur, c'est pas juste on envoie un satellite, il y a des enjeux de souveraineté. Le groupe est un groupe dual, et aujourd'hui, l'espace civil n'existe plus vraiment. C'est aussi un espace militaire. Et donc, on a des enjeux à redonner à l'espace, en tout cas à l'Europe, son accès à l'espace pour la souveraineté européenne.
Un vrai succès, c'était réussir cette mission et puis aussi montrer qu'on était de retour dans le jeu. On espère là, avec le deuxième vol à la fin du mois, qu'on va confirmer ce retour de l'espace souverain d'un lanceur lourd, un gros lanceur, ce qui est pour l'instant le seul en Europe. À cette occasion, vous êtes appuyé sur des nouveaux formats en com aussi, au moment de ce vol inaugural. Vous pouvez nous en dire 2 mots aussi ? Alors, avant de vous dire 2 mots de ça, je voulais souligner quand même qu'on a travaillé en task force, puisqu'on n'est pas seul, on travaille avec 13 pays européens, c'est un lanceur européen, on travaille tous ensemble, on travaille avec l'ESA, le CNES, Arianespace, et on a vraiment travaillé de façon très régulière, avec des réunions très très régulières, en mode projet, sur ces nouveaux formats. Donc on a mis par exemple des caméras embarquées dans le lanceur, ce qui fait qu'on pouvait voir toute la séparation, alors je vais prendre des termes techniques, des boosters, les petits trucs sur les côtés qui permettent à la fusée de décoller, de la coiffe quand elle se sépare pour lâcher le satellite. Donc ça, c'était très nouveau. On a fait aussi venir Amixem, donc un influenceur qui a eu 2 millions de vues sur son reportage. Je vous invite à le voir, c'est très pédagogique. Moi, ça m'a beaucoup aidé a posteriori même. Et puis, bien évidemment, tout un site web revu, un site intranet pour l'interne, une rediffusion des watch parties sur tous nos sites, avec toutes nos filiales et nos partenaires, où tout le monde était invité, parce que Kourou, on ne peut pas inviter tout le monde, hélas, à participer à cet événement quand même de fierté pour le groupe, ses partenaires et pour l'Europe de façon générale. Bravo pour cette réussite, on espère que ce sera de même fin de mois. Et merci beaucoup, beaucoup, Sarah Pin. Alors, on va changer de sujet cette fois-ci, on va parler plutôt d'IA. Et j'invite sur scène Béatrice Mandine-Kedir comme de Soprasteria. On peut l'applaudir bien fort. Bienvenue Béatrice. Bonjour. Alors, Béatrice, on va là aussi commencer par votre parcours à vous, qui a été marqué par des crises fortes, c'est ce qu'on se disait pendant la préparation, Alcatel, Orange, la crise sociale en particulier. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots de ce parcours ? Alors un jour, on m'a dit, vous aimez bien les entreprises en fait, on m'a dit, où c'est le bordel. J'allais dire où c'est le bazar, mais je rectifiais automatiquement. Non, en fait, on ne choisit pas la crise. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait y résister parce qu'en fait, ça vous arrive et puis on voit comment on réagit. Donc, oui, le parcours, moi, je suis tombée un peu dans la tech par hasard. J'y suis restée jusque-là, donc c'est que je devais aimer ça. Une formation de journaliste au départ. Oui, tout à fait. J'ai oublié de dire ça. Donc, je n'étais pas partie là-dessus, mais ça m'a plu. Et c'est un monde qui bouge beaucoup et qui, d'une certaine manière, doit satisfaire une forme de curiosité. Pour revenir à la crise, ça veut un peu tout dire et rien dire. Je me souviens que j'avais croisé le GIRCOM d'un groupe italien, d'un grand groupe italien qui disait « J'en ai marre d'entendre parler de la crise. Moi, son PDG s'était suicidé, il l'avait appris à la radio en se rasant. Donc il dit ça, quand ça vous tombe dessus, c'est une vraie crise. » Et il y a des gens qui s'entretiennent quand même bien dans la crise. Maintenant, on vit dans un monde compliqué, donc on a tous les mêmes quotidiens. On peut appeler ça crise ou pas crise, mais enfin, c'est des trucs lourds à gérer. Moi, j'ai tendance à parler de crise quand on structure une crise. C'est-à-dire quand on est obligé de s'organiser en cellules, avec des rendez-vous récurrents. Le reste, c'est gérer l'actualité. Il faut un peu descendre d'un cran parfois. Donc, Alcatel, ça a été une crise dite des surfacturations. Donc, en gros, à chaque fois, je trouve que le truc qui m'a marqué le plus, c'est la durée de ces crises. Et puis, le fait qu'on est, en tant que... À l'époque, je n'étais pas DIRCOM, mais au service de presse, en charge d'expliquer ce qui se passe dans un pays au reste du monde. C'est le cas des groupes internationaux. Et là, on a quand même l'impression que l'exception française est bien protégée, parce qu'il se passe des trucs en France qui ne se passent pas tout à fait ailleurs. C'était le cas aussi de la crise sociale de France Télécom, sur lequel ceux qui m'ont le plus ouvert les yeux, c'est probablement des discussions avec des journalistes anglo-saxons qui ont un rapport au travail qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre, et du coup qui permettait de prendre du recul, et d'ailleurs ça nous a aidés à apprécier le sujet. Alors, évidemment, la crise France Télécom, c'était celle qui était la plus marquante.
parce que, c'est tout simple à dire, il y a des morts. Ce n'est pas les seules crises dans lesquelles il y a, donc on ne reste pas inflexible par rapport à ça. Mais néanmoins, on doit tenir la rampe. Et c'est surtout sa durée, parce que c'est en général les crises. Parfois, certains aiment les crises parce que c'est une montée d'adrénaline et c'est excitant en soi. Ça ne veut pas dire qu'on les attire, mais en tout cas, on les vit plus ou moins bien. Dans le cas de la crise sociale, ce qui a été extrêmement difficile, c'est qu'on s'est passé une bonne année avant qu'on ne fasse juste autre chose que de la crise. Donc après, c'est resté aujourd'hui, c'est toujours une empreinte forte en termes de relations sociales et de relations humaines chez Orange, mais on est sorti de la crise depuis longtemps. Aujourd'hui, vous êtes à la la directrice de la communication de Soprasteria. Pouvez nous dire 2 mots sur Soprasteria et puis quel est son positionnement sur l'IA ? Alors Soprasteria, c'est une entreprise qui fait presque 60 000 personnes, qui a été créée en 68 et qui, on va le dire comme ça, n'a pas jusque-là beaucoup investi dans sa communication. Donc vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer tout simplement ce que c'est. Ça ne fait pas des sondages et c'est une entreprise qui fait du conseil en transformation digitale. Donc on n'a pas de mal à imaginer que l'intelligence artificielle a une bonne place là-dedans. Nous, on considère que notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises pour en fait identifier ou déterminer les endroits où l'intelligence artificielle peut être un réel progrès, peut apporter quelque chose, faire sauter et trouver des solutions à des problèmes. Certainement pas partout. Donc, parce qu'il y a un sujet qui est très prégnant aujourd'hui, c'est l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Et moi qui ai vécu, du coup, quand je me retourne depuis longtemps dans le monde de la tech, je pense que c'est probablement la première fois où même les promoteurs de l'innovation que nous sommes ont, dès le démarrage, une conscience du fait que ça va falloir avoir un usage raisonné de l'intelligence artificielle, parce que simplement la planète n'a pas les moyens d'en mettre partout. Comment vous portez ce sujet de l'IA en com ? Vous m'avez dit, on commence par l'interne dans ces cas-là. Oui, alors probablement chez Soprasteria, parce que c'est notre métier, donc on doit déjà maîtriser ce qu'on promeut auprès de nos clients. Je rajoute juste un point quand même sur l'intelligence artificielle, parce qu'on sort de 2 jours qui ont fait pas mal le buzz, et c'est plutôt une bonne chose, donc peut-être qu'il y a un effet de saturation. Il faut quand même réaliser à quel point c'est important, et ça va être important pour tout le monde, et ne serait-ce qu'en termes on va dire, de pénétration, comme on dit, puisque quand on parle de phénomène IA, il faut quand même avoir en tête qu'on prend ChatGPT, celui qu'on connaît le mieux, et c'est quand même 300 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 ans, enfin entre sa naissance et maintenant. Donc c'est quand même incroyablement prégnant dans notre quotidien. Vous l'avez dit, c'est vrai, nous on s'est concentré dès le démarrage, et même avant que je n'arrive, à promouvoir l'IA et sensibiliser l'intelligence artificielle en interne. Donc c'est beaucoup de formations, beaucoup de talks, beaucoup de canaux dédiés pour sensibiliser l'intégralité de l'entreprise. Aujourd'hui, on est passé à un autre mode. Si on bascule, on veut dire, dans les sujets de communication eux-mêmes, qui sont, comme tous les métiers, mais évidemment impactés par l'intelligence artificielle, ça passe par la formation, on l'a dit, ça passe par l'expérimentation. Donc toutes les équipes de communication chez Soprasteria ont, par exemple, j'allais dire, on subit, je ne sais pas si on subit, mais on subit une formation au prompt et sur les différents outils qu'on peut utiliser. Moi, en y réfléchissant, parce que vous m'aviez posé la question, je pense qu'il y a 3-4 typologies d'usage en fait, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a des usages qui sont très basiques, on va dire, au quotidien. Donc, c'est comme une espèce d'assistant, donc ça peut vous aider à formuler, effectivement, si on en prend l'habitude. Nous, on est tous équipés de Copilot, par exemple, sur nos postes de travail. Donc ça peut vous aider à formuler des mails, y compris jusqu'à la traduction. Là, c'est vraiment l'usage de base.
On peut avoir un usage qu'on pourrait qualifier autour de la création de l'idéation. Quand vous réfléchissez à développer par exemple des namings, c'est évident que des outils d'intelligence artificielle, c'est assez efficace si vous les nourrissez bien pour vous proposer de multiples propositions. Et puis ça va jusqu'à réaliser des premières étapes de publicité. Nous, on a fait une pub évidemment digitale sur l'IA, mais avec l'IA, et qui arrive à vous donner une première pierre à casser. Alors, ce que je veux juste rajouter, c'est que l'IA, c'est pas une baguette magique non plus. C'est-à-dire que ça vous sauve beaucoup de temps sur la première étape. Et puis après, si c'est votre métier et si vous êtes perfectionniste, qu'on essaye d'être, en fait, vous passez beaucoup de temps à travailler ce que l'IA vous propose, et bien évidemment. Mais en fait, vous choisissez, c'est une forme de liberté, ce que vous choisissez où vous passez du temps. C'est-à-dire qu'on sauve un peu de temps, enfin même beaucoup, sur la première étape, mais ça n'empêche pas de travailler sur le sujet. Puis après, il y a des usages qui sont peut-être plus spécifiques. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a, par exemple, en termes pour les community managers, on a créé une IA, Cyril Malargé, qui est le CEO de Soprasteria, parce qu'on l'a nourri, on lui a dit que tu étais CEO, que tu aimais ci ou ça, que tu parlais comme ci, comme ça. Et du coup, ça aide à nous proposer des postes pour Cyril, et on lui demande de proposer 4-5 postes, et on choisit et on les raffine. Donc oui, c'est utile pour ce genre de choses. Ça peut être aussi des outils, sans être trop exhaustifs, d'alignement. Je pense notamment aux chartes graphiques. C'est toujours un peu pénible quand on doit faire le gendarme de la charte graphique. Et puis, c'est à la fois pénible pour la personne qui fait le gendarme, mais c'est technique quand même, le charte graphique. Donc, c'est vrai qu'il y a des moyens, grâce à l'IA, en formulant, par exemple, des posts de création qu'on peut partager dans le groupe. Et on peut aider à aligner la création graphique. On pourrait même créer une IA graphique. Il y a certains groupes qui l'ont fait. Nous, on y réfléchit bien. Une IA graphique dont on imposerait l'usage, et auquel cas on est sûr que ça cadre les productions et les créations dans le cadre de la charte graphique de l'entreprise. Et alors, en échangeant, moi je vous interrogeais sur la com B2B, parce qu'avant vous étiez chez Orange plutôt en com grand public, même s'il y a une partie business, mais quand même la majorité c'était de la com grand public. En quoi c'est différent de faire de la com B2B aujourd'hui par rapport à chez Orange ? Alors, ma conviction à moi, c'est que ça fait très très longtemps que les barrières s'écrasent entre la com B2B et la com B2C, comme on dit. En fait, ça tient au fait que déjà, il y a une multiplication des publics. Donc même si on est une entreprise 100% B2B, ce qui est le cas de Soprasteria, on ne parle pas qu'à ses clients, on parle à énormément d'autres gens, à commencer par ses collaborateurs. Donc les collaborateurs ne sont pas des entreprises, donc on n'a pas forcément des codes B2B pour leur parler. Donc il y a ça. Je pense que c'est encore plus vrai dans la tech, d'une manière générale, parce que dans la tech, vous avez par définition un devoir de pédagogie. Vous parlez de choses qui sont... parce qu'elles sont techniques et qu'elles veulent s'adresser au-delà des experts, vous devez passer par cette transition pédagogique. Et donc, quand on fait de la pédagogie, souvent, on rejoint les codes de la communication grand public. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de différence. Moi, je n'en vois plus tellement. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort Béatrice Mandine. Je garde le micro juste, Béatrice. Merci. Et puis, on va enchaîner sur ce sujet de l'IA et de la façon dont on communique sur l'IA avec Valérie Thomasin, qui est DIRCOM et directrice marketing de Cegid, et que j'invite à venir sur scène, qu'on peut applaudir également. Merci Gilles. Bienvenue Valérie. Bonjour. Même chose, c'est la tradition. On va commencer par votre parcours. Vous disiez que vous étiez passé par l'école Xerox. Entre autres, dans votre parcours. Alors oui. L'école. J'appelle ça une école parce que c'est vraiment une école pour la vente. Ça a été complètement. Donc, j'ai fait une école de commerce. Après, je me suis dit, je vais quand même apprendre la vente. Et donc, Xerox, je me suis dit, je vais rester 1 an. Et 25 ans plus tard, j'y étais toujours. Donc, c'est ça.
Bon, j'ai fini par en partir quand même. Oui, mais vous êtes devenu CMO Europe, c'est ça, hein, de Xerox, C'est ça Xerox, oui. À l'époque où il y avait encore 140 000 personnes et l'entreprise s'était quand même diversifiée parce que le printing, évidemment, ça baissait et le CEO iconique de Xerox, Anne Mulcahy, avait racheté une boîte de business process outsourcing et qui a été reséparée. Donc là, je lui dis, bon, on arrête, je pars. C'était en 2017. Et 2017, vous rejoignez Cegid. Oui, Cegid, incroyable, une super grande aventure. Alors déjà, pourquoi aller vers la tech encore et pourquoi ce choix de carrière et qu'est-ce que Cegid aujourd'hui? Il y a eu 32 acquisitions depuis 2017, pardon. C'est devenu un géant qui a grandi dans l'ombre. Hein, Oui, c'est exactement ça. Ça fait partie du job de la com, c'est de faire savoir que Cegid, qui est une boîte qui a 40 ans, un peu plus de 40 ans, logiciel de gestion, donc à la différence de Sopra, là on est dans le logiciel de gestion, est une entreprise formidable qui fait maintenant 5000 personnes dans le monde entier et qui finit l'année 2024 avec 967 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'en 2016, donc juste après, je suis arrivé en 2017, on était à moins de 300 millions. Donc une croissance extraordinaire, avec beaucoup d'organique, de croissance organique et puis d'acquisition. Vous l'avez dit, Gilles, 32 acquisitions, ça fait beaucoup de monde, des petites et des très très grosses, donc à absorber. Donc pourquoi j'ai choisi Cegid? Parce que c'est une aventure industrielle incroyable. Donc on s'ennuie pas. Hein, et une présence dans combien de pays, Cegid? Alors, il y a 20 bureaux et 130 pays. Donc, on distribue soit en direct, soit via des distributeurs. Alors, comment la com a accompagné cette transformation, même si moi, j'avais l'impression effectivement que c'était un peu vous avez grandi dans l'ombre et que du coup, c'était pas évident pour la com. Alors, oui, c'est sûr que c'était pas évident pour la com, mais cela étant dit, c'est génial quand on arrive et on se dit, il y a tout à faire. Donc j'ai la chance unique, nous avons la chance unique avec l'équipe de marketing et com, d'avoir un boss B2B donc, qui croit en le marketing et la com. Donc ce qui fait que c'est très quand même rassurant et plaisant parce que vous ne passez pas votre temps à expliquer en interne que c'est nécessaire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment centré sur l'externe et faire en sorte que ça sorte. Donc, on a financé beaucoup plus qu'avant, on a mis de l'argent et puis on a structuré, on a créé une fonction, on a recruté des gens. Donc maintenant, il y a un peu plus de 200 personnes qui font marketing et com pour l'entreprise. Donc on est plutôt bien financé dans les boîtes de tech, on se compare hein, souvent. Et puis on a dit, Cegid doit émerger. Donc premier volet, on émerge sur le SaaS. Hein, je vous remets en arrière, 2017, le cloud, le SaaS, c'était pas si évident que ça. J'ai entendu les serveurs de Lactalis qui s'ouvrent on-prem, donc on passe dans le cloud. Évidemment, super grosse accélération avec le Covid, parce que tout à coup, plus personne ne pouvait les travailler, y compris les experts comptables pendant la période fiscale qui ne pouvaient pas aller au bureau pour faire les comptes de leurs clients. Compliqué. Donc, premier chapitre, émerger dans le cloud et dire que nous affichons le leadership, un leadership européen. Et puis là, il y a un autre chapitre qui s'ouvre, c'est presque un tome, tellement c'est un gros chapitre, c'est l'IA générative. Et là, on affiche une ambition qui est de dire que non seulement on va partir vers les 1,3 milliard et plus en termes de chiffre d'affaires, mais on veut prendre le leadership de la générative AI dans les logiciels de gestion. Donc là, la com, il y a du travail pour pouvoir émerger. Oui, alors justement, quelle grammaire utiliser pour parler de GenAI et donner envie? On va peut-être regarder la vidéo que vous nous avez envoyée. Alors oui, c'était pour vous. Un petit peu de vidéo quand même, on est dans la com, donc on montre une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait un peu de com sur l'IA générative. Je me pousse parce que je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident hein, en com. Si on peut lancer la vidéo. Imaginez une nouvelle façon de travailler avec vos solutions Cegid. Découvrez Cegid Pulse, un ensemble d'agents intelligents qui vous permet de bénéficier de l'incroyable puissance de l'intelligence artificielle au service de la gestion de votre entreprise. Intégré à votre solution, Cegid Pulse devient le cœur battant de votre organisation. Vous interagissez avec lui en langage naturel. Il vous assiste au quotidien, connecte et simplifie vos processus, vous conseille en temps réel, vous alerte en cas de problème et vous propose des actions pour y remédier. Il travaille à vos côtés et accroît l'intelligence collective de toute votre entreprise. Cegid innove pour aider les dirigeants de petites entreprises à accroître leur efficacité. Vous faites un vocal WhatsApp avec les éléments de la commande? Cegid Pulse génère pour vous le devis conforme. Vous pouvez l'envoyer tout simplement à votre client.
Élevez le potentiel de votre entreprise avec Cegid. Au service des retailers, Cegid innove pour leur permettre d'élever la profitabilité des magasins et l'engagement des vendeurs et des collaborateurs. Oubliez la barrière de la langue entre vendeurs et clients. Cegid Pulse écoute et traduit simultanément la conversation dans les deux langues. Basé sur vos échanges, il vous propose les articles qui correspondent aux besoins de votre client. Et pour vos clients fidèles, Cegid Pulse vous recommande d'entrée de jeu une liste d'articles personnalisés selon leur historique d'achat. Avec Cegid, élevez l'expérience retail. Cegid Pulse est déjà dans nos solutions pour élever le potentiel de nos clients. Entrons ensemble dans le futur de nos métiers. Donc on est dans le concret, on voit que finalement, c'est peut-être ça, ce qu'attendent les gens, c'est du concret, des solutions concrètes, c'est ça l'idée ? Alors oui, c'est complètement ça. Donc évidemment, nous on pense que c'est la 5e révolution industrielle, donc c'est majeur. Et évidemment, toute révolution industrielle, elle amène son lot d'incertitudes, de doutes, de stress, d'excitation et de confusion. Donc nous, notre job, ça consiste à expliciter. Donc il y a beaucoup de pédagogie, certainement comme les autres boîtes de tech, beaucoup de pédagogie, de faire la différence, que les clients, en fait, ils sont un peu perdus. C'est quoi la différence entre Mistral AI et ChatGPT, Google par rapport à ce que fait Microsoft, Cegid applications. Donc nous, on essaie d'expliquer qu'en fait, il y a les constructeurs de techno et puis il y a les gens qui font les applications. Et c'est nous. Et au final, c'est ce qui compte quand même. C'est ce qui se passe dans l'entreprise. C'est ce qui va permettre d'élever le potentiel de chacun des clients, de chacune des personnes. Donc, comment on fait pour faire ça ? Donc, on fait de la pédagogie. On a regroupé toute cette technologie sous un item qui s'appelle Cegid Pulse, qu'on embarque dans toutes les solutions, quel que soit leur nom, quelle que soit leur taille, quel que soit le marché. On couvre 6 marchés, donc 6 domaines applicatifs. Et ce qui simplifie en fait énormément, notre job en interne, 2, qui nous donne une chance d'émerger et d'expliquer en fait aux clients ce qu'on est capable de faire. Et puis, use case. Donc là, vous l'avez dit, on sort d'un IA Summit extraordinaire. Il y a eu plein d'IA Summit en fait, autour de ces activités-là. Vendredi, on était dans l'IA Summit. J'avais mes collègues et collaborateurs qui étaient sur scène. Il y avait un menuisier qui était à côté et qui, comme dans la petite vidéo, explique ce que ça a fait, en quoi ça change sa vie. Donc, des choses extrêmement concrètes et faciles à comprendre pour permettre aux gens d'appréhender. Et puis, dernier sujet, c'est qu'on essaie de projeter les gens. Parce que quand on est DRH, quand on est DAF, on se dit, qu'est-ce que ça va changer là pour moi, pour mes collaborateurs ? Et comme on est une boîte qui construit beaucoup avec ses clients, on essaie de s'asseoir avec nos clients, on dit, vous voyez, la puissance de la technologie va nous permettre de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va nous permettre, par exemple, sur la gestion de la paye, métier en tension, très dur de trouver des gestionnaires de paye dans les entreprises, ça va vous permettre en fait de débarrasser les gestionnaires de paye des milliards de questions qui arrivent sur la paye. Parce que la paye, c'est important, il faut que ça soit juste et à l'heure. Donc, décentralisons en fait la possibilité d'aider les collaborateurs à savoir lire leur feuille de paye. Je vous mets au défi de lire votre feuille de paye, c'est très compliqué. Et pour désengager en fait les gestionnaires de paye. Donc, quel est le métier du futur du gestionnaire de paye ? Donc, on essaie de se projeter aussi. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci bien. Merci Valérie, on peut l'applaudir très fort. Valérie Thomasin, directeur marketing de Cegid. Alors, on va changer de sujet cette fois-ci avec la com au service du rayonnement international. Première invitée sur ce thème-là, c'est Antime Caprioli, qu'on a applaudi également, qui est de DIRCOM Corporate et France de Schneider Electric. C'est bien ça ? Alors vous, en préparant cette matinée, vous me disiez, moi je suis un bébé Schneider. Ouais, je suis un bébé Schneider. C'est quoi un bébé Schneider ? J'ai grandi chez Schneider, j'ai accompagné le développement de Schneider sur les 15 dernières années. Et, juste avant, j'ai passé 3 ans chez un prestataire pour Schneider. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe, donc ça fait quasiment une petite vingtaine d'années que je travaille pour Schneider. Et j'ai eu la chance d'accompagner le développement du groupe step by step, puisqu'on a triplé de chiffre d'affaires dans les 15 dernières années. On a multiplié par 2 notre nombre de collaborateurs. Et c'est ce que j'ai accompagné au quotidien depuis les relations presse corporate, à organiser la communauté des relations presse et de tous nos attachés de presse à travers le monde. Et aujourd'hui, la communication corporate et la communication France.
Quelques chiffres. Schneider Electric, aujourd'hui, c'est 150 000 salariés dans le monde. Hein, c'est un géant. 36 milliards de CA, vous me corrigez si je me trompe. Et donc, vous avez multiplié par 3 le nombre de collaborateurs, vous le disiez. Vous pourrez expliquer les métiers de Schneider et l'activité, parce que je me suis fait avoir. Effectivement, j'avais une petite vision de Schneider Electric, c'est plus du tout ce que j'imaginais. La vision, je pense que la vision partagée par tout le monde aussi, on est un fabricant de produits électriques, des distributions électriques, donc les tableaux électriques que vous avez dans votre maison ou dans les bâtiments. Mais en fait, quand je parle de transformation, on a aussi transformé notre business sur les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on continue à faire de la distribution électrique, on continue à faire des automatismes pour les usines, mais surtout, en fait, maintenant, tout ça, c'est connecté, c'est digital, tout ça, c'est digitalisé. Ça nous a permis d'offrir d'autres services, d'autres solutions, et de proposer, d'accompagner de manière complète nos clients, puisqu'en fait, d'un écosystème où on travaille avec beaucoup de partenaires, les artisans électriciens, les tableautiers, les distributeurs comme Rexel ou Sonepar. On s'adresse aujourd'hui également aux end-users, aux clients finaux, directement, où on les accompagne dans leur feuille de route pour la décarbonation, on les accompagne dans leur transition énergétique, on les conseille même sur leur achat d'énergie, par exemple, et puis après on les accompagne pour réduire leur consommation d'énergie dans leurs différents bâtiments. Donc un champ d'application assez vaste aujourd'hui, et pour accompagner dans le développement durable tous nos clients. Beaucoup de nouveaux métiers, alors parce que qu'on n'a pas forcément saisi. En tout cas, effectivement, moi, j'avais pas suivi cette mue globale qui est impressionnante. Le groupe, il a aussi une gouvernance originale. Vous me parliez de multi-hub au niveau international. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, quel est l'impact sur la com? Ouais. En 2011, il y a notre PDG de l'époque, Jean-Pascal Tricoire, a décidé de se baser en Hong Kong. Ça avait fait pas mal parler à l'époque. Il n'était pas tout seul, il avait été accompagné de la directrice des ressources humaines et du directeur de la stratégie à l'époque. Et l'idée, c'était d'aller au plus près du client et au plus près de nos collaborateurs, là où se fait la croissance. Et au début des années 2010, la croissance était en Asie, c'était en Chine. On avait des équipes, beaucoup d'équipes en Chine, mais probablement moins matures que dans des pays comme la France ou les États-Unis, où ça faisait longtemps qu'on était installés. Donc la conviction chez Schneider, c'est que les circuits courts, les circuits de décision courts et rapides permettent d'accompagner la croissance et de garantir le succès de l'entreprise. Et donc ça a été la décision forte qui a été prise par nos dirigeants à l'époque. Et on a construit sur ce modèle, c'est-à-dire que notre siège social est toujours en France, mais on a différents hubs managériaux à travers le monde, Hong Kong, Singapour, Dubaï, Paris, Boston, qui correspondent aux différents endroits. Et on localise, disons, nos leaders sur ces différents hubs en fonction des priorités stratégiques et de là aussi où se fait le business. Par exemple, on est très présent dans les data centers puisqu'on fournit toute l'infrastructure énergétique pour les data centers. Le patron de ce business est installé à Boston, là où se fait toute l'innovation autour des data centers. Et alors pour la com, quel est l'impact de cette organisation en multi-hub et cette présence dans combien de pays déjà? 100 pays. 100 pays. On est présent avec des équipes opérationnelles dans 100 pays. Comment est organisée la com par rapport à ça? On est dans un modèle très décentralisé. L'objectif, c'est de donner le plus de responsabilité ou d'empowerment, comme on dit en anglais, aux équipes locales. Ça veut dire qu'il y a une différence très forte entre ce que font les équipes de communication au niveau global, qui en gros définissent le cadre dans lequel évoluer, définissent souvent les politiques dans lesquelles ce qu'on peut faire ou ne pas faire, sélectionne les outils, parce que quand on travaille, quand on sélectionne des outils, ce sont des outils qui sont déployés globalement, on va très vite à l'échelle, de manière à pouvoir monitorer, accompagner, mais après aussi de laisser énormément de liberté dans ce cadre aux équipes locales pour actionner et animer la communication de Schneider Electric. C'est comme ça qu'on les laisse beaucoup innover et décider en fonction des impératifs et des priorités au niveau local de leur communication.
On en parlait tout à l'heure avec Béatrice Mandine. Le B2B, est-ce que pour vous, c'est une façon de faire de la com qui est un peu différente? En tout cas, il y a des canaux différents pour vous. Il y a des canaux différents, mais y a pas de, c'est de la communication et effectivement, il n'y a pas de différence majeure. Après, c'est en fonction des audiences. Et je vous disais, aujourd'hui, on a 2 grands business models. On a un business model intermédiaire où on va beaucoup parler aux artisans électriciens, par exemple. On ne s'adressera pas à eux de la même manière que quand on va parler au comité exécutif de nos clients qu'on traite en direct. Donc les tactiques qu'on emploie sont différentes, les communications qu'on va réfléchir sont différentes, mais in fine, la communication demeure on a la même approche dans la communication. Et dernière question, est-ce que l'IA, c'est aussi quelque chose que vous intégrez en com et qui transforme le métier? Oui, la chance justement de travailler avec des outils qui sont définis au niveau global nous permet de commencer à avoir des utilisations intéressantes pour l'IA. D'abord pour vérifier qu'on reste bien aligné sur ce qu'on fait et sur la mise en application des règles qui ont été définies au niveau global, mais surtout d'accélérer sur les innovations et le partage du contenu, de s'inspirer de ce qui est fait d'un bout du monde à l'autre. Ça, c'est là où l'IA peut nous aider, effectivement. Merci beaucoup Antime, merci pour ce témoignage. Alors, on continue avec ces géants français qui sont devenus des géants mondiaux sans vraiment qu'on s'en rende compte. Cette fois-ci avec Emmanuel Châtelain, qui est DIRCOM d'Edenred. Emmanuel, on peut applaudir également. Bienvenue Emmanuel. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors, on va commencer aussi par votre parcours à vous. Alors, vous avez connu, on parlait de crise tout à l'heure, mais pas mal de crises, hein, puisque vous êtes passé chez Alstom au moment où l'entreprise était au bord du dépôt de bilan. Vous avez été embauché chez Renault 4 mois avant l'arrestation de Carlos Ghosn. Voilà. Donc, c'est rock'n'roll. Et comment vous avez géré un peu ces passes difficiles? Oui, alors effectivement, on a vu à travers les autres parcours que tous les chemins mènent à la com. Donc moi, j'avais commencé en contrôle de gestion, donc rien à voir, assez financière. Puis j'ai basculé vers la communication financière. Communication financière pendant 10 ans chez Alstom, où effectivement j'ai vu Patrick Ron et Philippe Jaffray, donc PDG et directeur financier, aller déposer le bilan d'Alstom un été 2004. Et puis, en fait, ils étaient débordés avec l'affaire Tati. Donc, ils ont dit, non, écoutez, repartez, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de traiter le dépôt de bilan d'Alstom au tribunal de commerce. Et donc, du coup, ils sont repartis et puis ils ont trouvé des solutions avec l'État, avec les banques, etc. Donc, ça, c'était vraiment, effectivement, une très grosse crise qui a duré plusieurs années. Et puis, effectivement, après, je suis arrivée 3 mois avant l'emprisonnement de Carlos Ghosn, donc effectivement, c'était assez rocambolesque. Je crois qu'il faut rester zen, faut effectivement... Normalement, il faut essayer d'anticiper les crises parce qu'il y a toujours des petits signaux faibles, mais là, j'avoue que sur celle-là, c'était vraiment inattendu. Mais donc voilà, on a monitoré. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais directrice de la communication externe et internationale. Et donc c'est plutôt la DIRCOM qui a traité tous les aspects de gouvernance à un certain moment avec l'arrivée de Jean-Dominique Sénard et puis Thierry Bolloré. Et puis moi je me suis plus consacrée à essayer de sortir du positif parce qu'il fallait aussi redorer l'image de Renault et essayer de vendre des véhicules en Inde, en Chine. Enfin voilà, il y avait des enjeux business aussi derrière. Donc, voilà. Et donc je suis arrivée chez Edenred en 2020. Oui. Et là tout va bien. Et donc là ça va. Il y a quelques petites crisounettes, mais franchement rien à voir avec ce que j'ai pu connaître avant. Je dirais que l'enjeu majeur, en fait, il réside dans le fait d'être plus connu. Parce que j'ai déjà fait le test et j'aurais pu le faire avec vous aussi, mais
finalement, on demande aux gens est-ce que vous avez des tickets resto ? Et tout le monde dit oui, oui. Et en fait, ils sortent des passes, des cartes Sodexo ou d'autres concurrents. Donc en fait, le ticket restaurant est devenu un peu finalement un nom générique plus qu'une marque, plus que la marque Edenred. Et l'association entre Edenred et le ticket resto n'est pas forcément évident. Et c'est surtout que maintenant, on fait bien plus de choses que ce que j'avais pensé quand j'ai débuté. C'est-à-dire, je pensais que c'était un groupe français, qu'en France, papier et ticket resto, et finalement c'est bien plus que ça. Justement, est-ce qu'on peut dire deux mots, enfin un peu plus que deux mots, sur l'histoire d'Edenred et puis son activité réelle aujourd'hui ? Oui, alors on peut commencer en 1962. Tout a commencé avec un morceau de papier, un ticket, qui a été inventé par Jacques Borel. Jacques Borel, qui était un restaurateur assez connu, et en fait il avait besoin de remplir son restaurant. Donc il est allé démarcher les entreprises du quartier en vendant des bons pour des repas. Et tout a commencé comme ça. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. Il a 96 ans, mais toute sa tête, très en forme. Et il me racontait qu'il a mis 500 rendez-vous auprès des ministères pour institutionnaliser finalement ce ticket restaurant et faire en sorte que ce soit défiscalisé pour l'entreprise. Et c'est là le gros avantage, et c'est ça qui pousse les entreprises finalement à donner cet avantage aux salariés. Donc ça, c'était en 1967. Et puis ensuite, dans les années 70, il y a toute l'activité brésilienne qui a été développée. Puis, toute l'activité ticket restaurant est rentrée dans le groupe Accor dans les années 80. Et en 2010... quand Accor a décidé de se séparer de cette activité Accor Service et de la mettre en bourse, c'est là où le nom de Edenred est né et la nouvelle entreprise a vu le jour. Donc ça fait 15 ans aujourd'hui, et ça fait 10 ans que Bertrand Dumazy est à la tête du groupe. Et sa stratégie a été de diversifier les activités, de plus de dépendre que du ticket restaurant, mais de développer vers d'autres activités, donc ticket cadeau, ticket CESU, ticket télétravail. On a racheté il n'y a pas très longtemps une plateforme qui fait des modules d'engagement pour les salariés, pour leur bien-être, des discounts, etc. Et puis on a une autre jambe qui est la mobilité professionnelle, où là on faisait historiquement des cartes essence pour les gestionnaires de flotte, et puis maintenant on fait des cartes électriques, des cartes péage, des cartes parking, maintenance, etc. Voilà, donc on a un univers qui est très élargi, donc diversification des activités, dimension internationale qui a été poursuivie. On est présent aujourd'hui dans 45 pays. Et puis digitalisation, parce qu'aujourd'hui on est la première plateforme mondiale de services aux entreprises qui est dédiée donc aux avantages aux salariés et à la mobilité professionnelle. Et combien de salariés en tout ? 13 000 salariés, donc comme je disais, répartis dans 45 pays, avec deux grosses zones, l'Europe et l'Amérique latine. Et on a l'habitude de dire qu'on est très local finalement, donc roumain en Roumanie, brésilien au Brésil. Je pense que c'est assez clé vis-à-vis de nos solutions qui dépendent des réglementations locales, de la culture locale, et voilà. Donc, Alors du coup, comment la com elle se greffe là-dessus et comment elle fonctionne à l'international et quel est son rôle ? Alors, moi, j'ai 12 personnes au corporate, à l'IQ, enfin au siège. 12 personnes qui sont un peu les experts, donc en marque, en sponsoring, en presse, réseaux sociaux, sites web, etc., et comme interne et événements. Et ensuite, dans les pays, j'ai des relais. Alors, j'avais été très gâtée dans mes expériences précédentes. Chez Renault, il y avait des DIRCOM régions, et puis il y avait des DIRCOM pays. C'était un peu la même chose chez Alstom. Là, on parle d'une entreprise qui est quand même, Edenred, qui est beaucoup moins grande. Il y a des pays où il y a 100 personnes ou 200 personnes, même moins. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas la même organisation. Donc là, j'ai plutôt
des relais de com externes qui sont plutôt dans les équipes marketing et des relais de com internes qui sont plutôt à la RH. Donc en fait, si on est présent dans 45 pays, ça fait une communauté d'environ 90 personnes que j'anime de façon mensuelle. Donc on a un rendez-vous le matin et un rendez-vous l'après-midi pour les histoires de décalage horaire. Et en gros, c'est ce que disait mon collègue de Schneider, c'est-à-dire que en fait, ils sont locaux, ils font leur vie, on est quand même un groupe qui est relativement décentralisé. Et nous, notre rôle, c'est de donner les politiques de réseaux sociaux, les politiques médias, de les aider dans leur média training, de leur donner des conseils. On s'est attelé aussi, depuis que je suis arrivée, au problème de la marque, parce que, encore une fois, l'histoire d'Edenred aujourd'hui, l'enjeu de communication, c'est vraiment de faire connaître Edenred et de rendre la marque plus visible. Et donc, évidemment, j'ai découvert, quand je suis arrivée, 100 marques produits dans le groupe. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut qu'on converge vers une seule marque qui est Edenred. Parce que c'était un peu, comme on l'a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire vivons heureux, vivons cachés. On faisait pas beaucoup de communication. Donc, c'était une marque assez institutionnelle, assez financière, finalement. Donc, voilà, on a rationalisé toutes ces marques. Et ça, c'est un grand chantier dont on a donné l'impulsion depuis le corporate, et ça s'est disséminé petit à petit dans les pays parce que c'est des gens très disciplinés. Et puis l'idée aussi, c'est qu'ils nous ramènent leurs histoires, parce que nous, on ne peut pas se nourrir sans tout ce qui se passe dans les pays, et puis qu'ils partagent entre eux des best practices. Ça, c'est important aussi. On parlait un petit peu d'IA tout à l'heure. Comment vous utilisez l'IA en com, et quelles sont vos précautions aussi par rapport à ce nouvel outil ? Oui, alors nous, on l'utilise un peu comme on en a parlé précédemment, c'est-à-dire écrire des contenus. On peut aussi faire des images. On peut aussi faire des posts LinkedIn, on en parlait. Alors moi, au début, je voyais à 200 km à la ronde le post généré par intelligence artificielle. Alors maintenant, il y a eu quand même des progrès dans les prompts, donc ça se voit un petit peu moins. Mais voilà, oui, on reste un peu prudent. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une interview avec notre PDG et on l'a fait passer via iGen, donc il pouvait parler en roumain aux Roumains, justement, aux Brésiliens. Enfin voilà, c'était assez amusant. Mais bon, moi je reste un peu prudente. Je dis, ok, parfois la machine est plus forte que l'humain, mais quand même, la machine plus l'humain, ça restera toujours plus fort que la machine. La petite human touch, je trouve que c'est important. Donc voilà, on va continuer à monitorer tout ça. Merci beaucoup Emmanuel. On peut l'applaudir bien fort. Je garde le micro. On change de secteur cette fois-ci avec Kim Bédard-Fontaine, qui est DIRCOM de Transdev, et que j'appelle à venir sur scène. On peut l'applaudir également. Alors, même chose, j'allais dire, même tradition, on commence par votre parcours, qui là aussi est assez original. Vous pouvez nous en dire deux mots. On va parler aussi un peu de Schneider Electric dans le parcours, je crois. Je pense qu'on va parler de Schneider Electric, oui. Et j'ai presque envie de dire que je suis comme en team un bébé Schneider Electric, parce que j'ai passé 24 ans. Et en fait, j'ai commencé mon parcours chez Schneider en tant qu'assistante auprès du comité exécutif. Et à l'époque, j'avais un patron qui s'appelait Jean-Pascal Tricoire, qui n'était pas encore CEO, et qui m'a dit à un moment, ça c'est bien que tu bouges. Il a même parlé d'un coup de pied. Et il m'a dit, je te verrai bien dans la com. Donc voilà mon démarrage chez Schneider dans la com, et j'ai appris mon métier en marchant, en le faisant. Donc 24 superbes années chez Schneider Electric. Après, je suis passée chez Sodexo, 6 ans. En quittant Sodexo, j'ai fait une sabbatique, donc d'une petite année. Et en fait, c'était génial. Et je regarde la salle, et en fait, maintenant, je conseille à tout le monde, à un moment ou à un autre, de faire un sabbatique, parce que vraiment, ça permet de prendre du recul, de recharger les batteries, et après repartir encore plus engagé par la suite. Du coup, en reprenant, je suis passée par le management de transition,
Donc un petit passage chez Groupe Accor. Donc très intéressant en fait de prendre cette posture consultante que je connaissais pas jusqu'à là. Et puis après, on m'a proposé de prendre la poste de la direction de la communication interne chez Renault Group, chez Groupe Renault. Chose que j'ai faite et j'ai été très bien et j'étais ravie et ça se passait très bien. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de travailler avec Christian quelques mois. Et c'est là où on m'a proposé le poste de DIRCOM chez Transdev et je ne pouvais pas refuser. Donc me voilà là et je suis ravie de l'être. Oui, franco-britannique, on ne l'a pas dit. Hein. Peut-être que quelques personnes s'en sont rendues compte, mais avec ce charmant accent. Merci. Oui, franco-britannique, d'origine anglaise, mais en France depuis 37-38 ans, je ne sais plus. Et puis, avec Brexit, j'ai enfin fait la démarche de demander la nationalité et donc aujourd'hui fière aussi d'être française. Merci. Alors, qu'est-ce que Transdev aujourd'hui ? Là aussi, je pense qu'il y a besoin de remettre à jour un peu nos infos sur ce Transdev parce que je pense qu'on n'a pas vu grandir ce groupe aussi. Pas vu grandir et c'est pas très 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 connu pour tout le monde non plus. Donc, on est leader mondial en tant qu'opérateur dans les transports publics. On est dans 19 pays. 9 milliards de chiffres d'affaires, 102 000 employés, dont plus de 70 000 sont des conducteurs ou des conductrices de toutes sortes de véhicules. Donc c'est des trains, c'est des trams, c'est des métros, c'est des bus, c'est des cars, c'est des ferries, c'est des téléphériques même, donc multimodal. Et puis on aime dire qu'on est une entreprise de people moving people, donc les gens qui font bouger les gens. Et on fait bouger 12 millions de voyageurs par jour dans le monde. Voilà. Numéro 1 aux États-Unis en particulier, c'est ce que me dit ? Numéro 1 aux États-Unis depuis notre acquisition First Transit en 2023. Numéro 1 mondial dans les trams depuis le démarrage de nos opérations en Australie avec Yamatram à Melbourne et aussi les trams à Sydney. Numéro 2 en Allemagne, derrière Deutsche Bahn, sur le ferroviaire régional. Et on est très international, mais toujours très ancré en France. Et la France reste notre premier marché. Alors, quel est le rôle de la com dans ce groupe qui est présent donc, dans tous ces pays, 19 pays ? Alors, avant de parler de rôle de la com, je pense que c'est important de comprendre comment on est organisé. Donc, on est international avec un business très local et une organisation très décentralisée. Et donc, pour vous donner une illustration de cette décentralisation, on est 102 000, comme je disais, dans le monde, mais uniquement 300 au niveau groupe et siège. Donc, c'est vraiment petit au niveau groupe. Donc, par rapport à la com, en fait, j'ai une conviction personnelle. C'est justement parce qu'on est très décentralisé qu'il nous faut une communication très unifiée. Et pour moi, ça se pose sur trois axes. Donc, d'abord l'interne, après une stratégie commune, et puis troisièmement, une équipe très connectée. Donc, d'abord l'interne. Donc, j'apprends rien à la salle que ça commence d'abord en interne et que quand on a des employés engagés, eh bien, une entreprise va briller plus naturellement en externe tout seul. Nos employés sont nos premiers ambassadeurs. Donc, le rôle de la com, là, pour le coup, c'est vraiment de fédérer en interne, justement à cause de notre décentralisation, mais fédérer autour d'une raison d'être commune, des valeurs communes, une vision commune, et pour renforcer vraiment une culture commune. Donc, c'est déjà le premier axe. Deuxième axe, donc, une stratégie partagée, un socle commun. Donc, bien sûr, j'ai une conviction aussi, et j'arrête pas de le répéter à l'équipe, c'est partageons ce qui fait sens de partager et arrêtons de réinventer ce qui ne fait pas sens ou qui n'a plus besoin d'être réinventé. D'avoir donc cette stratégie qui est un socle commun, qui nous permet de parler d'une seule voix, avec des messages consistants, mais bien sûr qui se déclinent localement et qui respectent les spécificités locales, parce qu'on est local et donc il y a des choses qui doivent rester locales, mais voilà, d'avoir cette stratégie. Et ça, vous pouvez détailler un peu ce que ça veut dire, arrêter de réinventer ce qu'on n'a pas besoin de réinventer concrètement? Ça veut dire qu'il y a des choses où vous vous dites, bon, bah, ça c'est bon, on sait le faire, il n'y a pas besoin de le repenser, révolutionner tous les 6 mois. Voilà, les gens, ils aiment bien être créatifs quand même, donc ils aiment bien créer leur propre campagne. Je peux vous donner des
illustrations concrètes, on a, même s'il y a des spécificités locales, il y a des sujets, des thématiques transverses. Donc, par exemple, la sécurité, la marque employeur, la raison d'être dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on a des thématiques transverses, arrêtons de créer et de réinventer les campagnes ou les outils, etc. Et travaillons ça ensemble et déployons des campagnes globaux, par exemple. Je peux donner des exemples sur la sécurité. On a nos 5 règles d'or, donc les 5 golden rules. Sur la sécurité, c'est les mêmes 5 règles pour tout le monde. On n'a pas besoin de réinventer d'autres et on décline la communication et les messages d'une façon unifiée là-dessus. Un autre exemple sur la sécurité, en fait, 34% des accidents de nos propres collaborateurs, c'est la chute, tout simplement la chute. Les gens, ils montent dans un train, ils descendent d'une tram, ils tiennent pas la barrière, le barreau, et ils chutent. Et si on chute à Bogota, si on chute à Paris, si on chute en Australie, si on chute à Manchester en Angleterre, c'est une chute. Et donc là, on fait des campagnes de sensibilisation. On n'a pas besoin de réinventer la roue partout. C'est la même campagne. Et pour un dernier exemple, la marque employeur. On a une belle campagne de marque employeur, donc un socle commun, comme je disais tout à l'heure. Et bien après, c'est décliné localement pour les besoins spécifiques de recrutement. Donc c'est localisé et spécifié, mais toujours basé sur ce socle commun. Donc voilà. Et puis le troisième axe dont je parlais, c'est une équipe connectée. Donc malgré le fait qu'on ait une organisation décentralisée et la communication est également organisée d'une façon décentralisée, on a même jusqu'à dans les réseaux locaux, donc ville par ville même, des équipes de communication, donc très décentralisées. Eh bien, ça n'empêche pas qu'on peut être une équipe connectée et on doit l'être pour livrer cette communication unifiée. Et donc, j'anime la fonction. J'ai mis en place des webinaires réguliers avec l'équipe. Je fais du one-to-one avec les têtes, les DIRCOM payés, etc. Je vais sur le terrain avec eux pour comprendre leurs enjeux, leurs challenges. Et puis, on a un séminaire une fois par an où on vient physiquement ensemble. Et le dernier, c'était à Nice en novembre. Voilà. L'innovation en com, c'était aussi parfois simplement se remettre à niveau, hein, ce que vous me disiez par exemple sur l'intranet. Vous pouvez expliquer? Oui, je vais parler de l'intranet, mais je pense d'abord il faut comprendre le contexte dans lequel on est aujourd'hui chez Transdev. Donc on est en train de vivre une évolution de notre actionnariat. On a 2 actionnaires, la Caisse de dépôt et la famille Redman. Aujourd'hui, la Caisse est majoritaire, mais ils ont annoncé leur décision de baisser leur participation. Ils restent. Parce que ça, les gens pensent qu'ils s'en vont. Non, ils s'en vont pas. Ils restent. Mais ils baissent leur participation. Pourquoi? Pour en fait refléter la réalité de notre entreprise. C'est-à-dire 70% de notre chiffre d'affaires se fait en dehors de la France. Et donc, c'est pour faire monter la participation internationale. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est la famille Redman, qui est déjà actionnaire, va augmenter sa participation et devenir majoritaire. Ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement à l'international. Donc, dans ce contexte-là, on est dans la continuité et dans la stabilité parce que c'est les 2 mêmes actionnaires, mais c'est un nouvel élan qu'on donne à l'entreprise pour aller plus loin à l'international. Et donc, pour notre communication, c'est redonner un nouveau souffle pour l'ambition de notre marque internationale. Donc, par rapport à l'intranet, on va parler de l'innovation et l'intranet, ça va peut-être vous faire rire, mais nous, chez Transdev, on n'a pas de groupe intranet, on n'a pas. Donc, on est en train de créer une intranet au niveau du groupe, et donc c'est une grosse innovation qui va nous permettre de révolutionner la com interne, casser les silos, et mon point tout à l'heure, c'est-à-dire ça commence d'abord en interne, donc vraiment avoir une com interne forte qui va permettre de réunir, engager et mobiliser les employés autour des valeurs communes, etc.
Et sinon, avec cette nouvelle souffle, on va revisiter notre storytelling. Je crois beaucoup dans la stratégie digitale, donc revoir notre stratégie digitale. Mais oui, c'est vraiment redonner du souffle, comme vous disiez. Oui, parce que là, c'est pour parler aux 70 000 conducteurs en particulier, c'est ça. Hein. L'idée, c'est que dans leur smartphone, ils puissent avoir ce lien plus fort avec l'entreprise. En fait, c'est pour parler aux 102 000. Hein. Mais donc, on a dans les 102 000, on va dire 20 000 qui sont vraiment 20-30 000 qui sont connected. Après, on a nos conducteurs et nos conductrices qui ne le sont pas, mais ils ont des applications. Alors, c'est pas forcément le même dans tous les pays, mais ils ont des applications qui nous permettent, avec cette nouvelle Intranet, va nous permettre de se connecter avec ces apps et pousser les informations. Voilà. Et puis peut-être un mot sur IA, soyons clairs et honnêtes, nous n'y sommes pas, mais c'est un sujet qu'on va vraiment creuser et regarder parce que je suis convaincue que il faut l'embrasser. Il ne faut pas le nier ou l'éviter. Et je pense qu'en l'embrassant, ça peut nous aider à être plus efficaces et plus créatifs, mais sans nous remplacer. Comme je disais tout à l'heure, je pense que the human touch est essentiel. Et donc les deux ensemble peuvent nous rendre plus forts, je pense. Donc, mais j'ai pas de best practice à partager parce que franchement, il faut qu'on débute. L'année prochaine. Merci beaucoup, Kim. On vous applaudit. Alors, avec l'intervenant suivant, on va changer de format puisque Pierre Duprat, le DIRCOM de Vinci, est en déplacement aujourd'hui. Donc, il nous a envoyé une vidéo où on est allé le voir, on l'a interviewé en vidéo et vous allez voir ses réponses. On peut lancer la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pardon de n'avoir pas pu être parmi vous aujourd'hui. Je le suis par l'intermédiaire de cette vidéo. Je m'appelle Pierre Duprat et je suis depuis 17 ans le directeur de la communication du groupe Vinci. Très heureux d'avoir cette opportunité de m'adresser à vous et de vous dire quelques mots sur Vinci et sur sa communication aujourd'hui. Oui, Vinci, c'est un groupe qui est devenu international. Ça répond à une volonté stratégique de sa direction générale. Il y a encore quelques années, Vinci faisait plus de la moitié de son activité en France. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Depuis le début des années 2020, Vinci fait plus de la moitié de son activité à l'international. On tangente les 60% cette année et ça peut encore grandir. Je dirais que entre 60 et 70% de l'activité à l'international, c'est probablement le bon équilibre à trouver et il devrait être atteint dans les toutes prochaines années. En ce qui concerne la réalité internationale de Vinci, cette réalité, elle s'applique à tous les métiers du groupe. Je rappelle, Vinci, c'est 3 grands métiers. Les concessions, principalement d'infrastructures de transport, aéroports, autoroutes, etc. Les métiers de l'énergie, et évidemment ils sont très liés à la transition environnementale et énergétique, et puis les métiers de la construction. L'ensemble de ces métiers sont concernés par ce phénomène progressif d'internationalisation de Vinci, qui s'est, on va dire, déroulé depuis maintenant une dizaine d'années, principalement en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique latine, et puis dans une moindre mesure en Océanie, en Afrique. Voilà, c'est à peu près l'ensemble des régions du monde dans lesquelles le groupe est présent et dans lesquelles le groupe se développe dans tous ces métiers. C'est ce qui est important à comprendre chez Vinci. Vinci, c'est probablement la plus grande capitalisation de la place de Paris en nombre d'entreprises consolidées, 4 à 5 000 filiales ou business units dans ces 120 pays, et 4 à 5 000 business units, c'est 4 à 5 000 discours de communication potentiellement différents, voire pire, potentiellement divergents. Une grande partie de notre travail, c'est d'assurer la cohérence de l'ensemble, et ça se fait en construisant une culture d'entreprise, une culture de groupe extrêmement forte. C'est ce que nous avons fait ces dernières années, de manière à ce que, malgré cette énorme profusion de métiers, d'entreprises, de régions du monde dans lesquelles le groupe déploie son activité, on arrive à une cohérence très importante de la communication de Vinci. Ça passe beaucoup par la communication managériale. Chez Vinci, la relation entre humains est extrêmement importante. Bien sûr, ça passe aussi par tous les outils de communication digitaux que toutes les entreprises utilisent, mais
Chez nous, peut-être encore plus spécifiquement par la communication managériale, ça veut dire que le patron de Vinci est présent dans des réunions d'intégration de jeunes managers. Ça veut dire que tous les 5 ou 6 ans, nous organisons des grands roadshows internes. En 2019, de mémoire, nous avons visité 8000 managers dans 24 pays différents, le tout en un peu plus d'un an, en 13 mois. C'est lourd, c'est très chronophage, mais c'est très important que ça passe vraiment par la relation humaine. On peut applaudir Pierre Duprat qui est en déplacement et qui nous a fait cette petite vidéo. Merci à Ambrine Ziani également qui s'est occupée du tournage. On enchaîne avec Sophie Diran, qui est directrice de la communication de Keolis, qui est là et qu'on peut applaudir également. Bienvenue Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous, même chose, on commence par votre parcours, plutôt chez l'annonceur d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Renault, Goodyear, Suez, il y a eu aussi pas mal de crises. Renault, oui, visiblement, c'est central. Ça peut être un critère peut-être. Peut-être. Oui, j'ai commencé par cette belle école qui est Renault, où je suis restée presque 15 ans sur la com interne d'abord. Je fais l'école de la com terrain dans un site où on faisait les crash tests qui étaient hyper confidentiels et c'était une très belle école de commencer par le terrain parce que c'est l'école de l'humilité, c'est l'école du pragmatisme et c'est quelque chose que j'ai essayé de garder au fur et à mesure de mon parcours. Voilà, et après, peut-être dans les grandes... Après, j'ai rejoint la presse. Bon, là, j'ai un peu pris le virus de la presse. Et puis après, j'ai été chez Randstad, patronne de la Com France pour le groupe Randstad pendant presque 10 ans. Un petit passage chez Suez avec un énorme sens du tempo puisque je suis arrivée juste avant le Covid et puis après j'ai enchaîné avec l'OPA hostile de Veolia. Donc je suis là quand il faut. Je suis restée 2 ans et puis j'ai rejoint Keolis avec un petit break entre les deux, petit clin d'œil à Kim. Je partage ton analyse. Je suis retournée à l'école et me voilà. Est-ce qu'on peut dire 2 mots justement de ce contexte où on est face à une OPA hostile en com chez Suez? Et comment on le gère en fait? Est-ce que c'est de la com de crise permanente? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est une tension permanente? Comment ça se gère? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous démarrez cette crise, vous ne pensez pas que ça va durer aussi longtemps. Donc au début, on était un peu tout feu, tout flamme, et puis on se disait, bon, on va régler le problème. Sauf qu'effectivement, ça s'est éternisé. Et c'est un bon point, votre question. Alors moi, je m'occupais de la com France, chez Suez. Et il y avait évidemment une DIRCOM globale. Et à un moment donné, quand on a vu... Donc au départ, j'étais dans la cellule de crise, qui évidemment prend une grande partie de votre bande passante. Et à un moment donné, on a décidé de splitter en fait les rôles. Et moi, je suis revenue vers de la com business, parce que malgré tout, les activités continuaient. Et donc, je me suis recentrée sur le business. Et la com groupe, on va dire, globale, a tenu la com de crise. Donc oui, il y a eu ce switch à un moment donné, parce qu'on parle quand même de mois et de mois. Back to business. Et chez Goodyear Dunlop aussi, vous avez vécu aussi une crise qui n'était pas facile. Oui, j'ai été embauchée pour gérer la communication du plan social d'Amiens Nord. Voilà, et en fait, je sortais de chez Renault et on était en 2009. Et je sortais de la crise des suicides chez Renault. Voilà, je n'avais pas trouvé que j'étais très à l'aise dans l'exercice de cette gestion de crise. Et je sentais à quel point aujourd'hui la crise, et je reviens à ce que Béatrice Mandine disait tout à l'heure, il y a crise et c'est très juste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est du changement permanent. Alors on appelle ça de la crise ou je ne sais pas comment. Et je sentais ça et je ne me sentais pas super épaisse sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je suis allée en faire, on va dire, à votre dose, alors sur un sujet social. Et c'est quand même... toutes les entreprises, à un moment donné, peuvent aussi se retrouver face à ça. Et en fait, ça me sert aujourd'hui parce que l'entreprise, comme la vie en général... je ne veux pas faire de la philosophie à 2 balles, mais j'aime bien cette image qu'un jour quelqu'un m'a donnée et j'ai trouvé ça assez marquant. Il m'a pris l'image du funambule et il m'a dit, mais tu sais, quand le funambule trace sur son fil, tu sais pourquoi il tombe pas? Il tombe pas parce qu'en fait, tout le temps,
il est en train de se rééquilibrer. Donc il penche à gauche, il penche à droite. Et pour moi, la vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la vie, elle penche tout le temps, en permanence. On bouge pour pouvoir rester debout et pour pouvoir continuer d'avancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces mouvements-là sont plus fréquents, plus erratiques, peut-être plus complexes à appréhender aussi. Mais ça fait partie de notre lot. Donc c'est sur ça qu'on doit tracer notre route. Et alors, en échangeant pour préparer cette matinée, vous me disiez, moi, je suis plutôt une DIRCOM de l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, c'est la première fois que je fais ce que je fais ce matin. Je parle pas beaucoup. Ça n'aurait échappé à personne. Mais je le fais bien volontiers quand on m'invite. Et donc, merci de cette invitation. C'est un choix aussi. Non, je sais pas. Peut-être il y a des profils aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est devenu influence. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parle encore de com ou est-ce qu'on parle plutôt d'influence? C'est une bonne question. Oui, il y a des DIRCOM qui sont DIRCOM porte-parole de leur entreprise et je pense que tout est possible. Je n'ai aucune obédience sur le sujet. Et puis d'autres qui sont plutôt des chevilles ouvrières de l'ombre qui font un travail, alors qui parfois confine un peu au travail de cabinet, je ne sais pas, qui sont plus là pour préparer leurs porte-parole qui, eux, vont promouvoir l'entreprise. Et peut-être que oui, c'est deux postures différentes. Peut-être que même une seule et même personne peut être tantôt l'un, tantôt l'autre, aussi en fonction des entreprises ou des organisations dans lesquelles on se trouve, qui vont avoir des cultures différentes. Et voilà, je pense que ça vaut le coup de s'adapter aussi à l'environnement dans lequel on évolue. Et vous me disiez, c'est un métier de doute aussi, aujourd'hui, DIRCOM. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. J'aime beaucoup, je doute peut-être par essence. Et oui, parce qu'on n'est pas dans un métier de vérité, on fabrique notre vérité tous les jours. Et du coup, ça oblige d'être dans la discussion. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, parce que c'est pour ça que j'aime pas le mail, parce que je trouve que la discussion, elle est limitée. Donc j'aime bien les échanges humains, et je trouve que cette confrontation, cette recherche d'une sorte de point milieu qui sera une forme de vérité, mais qui n'est jamais la bonne, forcément, parce que c'est aussi des éléments qui sont mouvants, mais oui, on est dans... en tout cas, moi je vois ce métier comme la recherche de ce point milieu qu'on fabrique avec plein d'avis différents, puisque par essence, oui, la communication, elle est hyper transversale, on va le dire, c'est vrai pour toutes les fonctions. Je pense quand même qu'on a tiré le gros lot. Alors, qu'est-ce que Keolis aujourd'hui? Et là aussi, je pense qu'on a besoin de remettre à jour nos infos, nos données. Et est-ce que vous pouvez nous donner faire dresser un peu le portrait du groupe aujourd'hui qui est présent à l'international aussi? Oui, on évolue dans le transport public. Alors évidemment, on est très proche de Kim a fait une très belle description tout à l'heure de Transdev, qui est évidemment différent de Keolis naturellement. Mais ce sont des groupes de transport public tous les deux. Donc nous, on transporte aussi en multimodal. Alors c'est vrai que souvent on me dit mais oui, je connais, j'ai vu les cars Keolis, mais ouais, on fait pas que du car, on fait aussi du métro automatique, beaucoup, puisqu'on est leader sur le métro automatique. Donc c'est vrai que on opère dans des villes en France. On opère en région parisienne du bus, et demain on opérera du métro automatique, puisque les futures lignes 16, 17 et 18, alors qui n'existent pas encore, mais ça va pas tarder, c'est dans quelques années, mais ça va venir vite, seront opérés par Keolis et plus par l'opérateur historique qui est RATP. On opère en délégation de service public dans les opérations où nous sommes, et c'est de l'urbain, là je viens d'en parler, mais on fait aussi de l'interurbain, du transport scolaire, et puis ensuite des mobilités douces, voilà. Et la particularité, en effet, c'est qu'en France, Keolis est connu comme un groupe français dont l'actionnariat est pour 70% SNCF, et c'est peut-être une des causes de cette petite notoriété, et 30% Caisse des dépôts du Québec. Mais en vrai, en réalité, notre chiffre d'affaires est plus que majoritairement à l'international, dans relativement peu de pays. En revanche, on n'est pas dans 50 pays comme certains des confrères qui nous expliquaient ça tout à l'heure. On est dans peu de pays parce qu'en fait, c'est quand même pas simple de rentrer dans un pays. Et donc, une fois qu'on est dans un pays, la stratégie, c'est de s'y développer plutôt que d'aller s'étendre sur des géographies. Et peut-être une dernière chose sur la particularité de notre business model lié à notre activité de communicant.
c'est que donc on voit l'écart Keolis quand on fait de l'interurbain, parce qu'effectivement c'est brandé. Mais après, pour tout le reste, si tout se passe bien, vous voyez jamais la marque Keolis, parce qu'on opère en marque blanche. Donc, si vous allez à Lille, c'est le réseau Ilevia. Si vous allez à Rennes, c'est le réseau Star. Si vous allez à Londres, on opère la ligne DLR avec notre filiale locale KAD. Et en fait, ça, c'est une vraie difficulté, c'est d'arriver à travailler la notoriété d'une marque, parce que on essaye, comme disait Kim tout à l'heure, et plein de collègues, hein, vous êtes nombreux à nous expliquer que votre communication est décentralisée et qu'on essaie de bâtir une sorte de layer, un peu une couche supérieure comme ça, qui serait cohérente et commune à tous. Mais nous, on le fait avec une décentralisation très forte, une présence dans les réseaux hyper forte, et avec des marques qui ne sont pas les marques Keolis. Donc ça, ouais, c'est compliqué. C'est un défi. Ce sera la même chose sur les nouvelles lignes du métro en Ile-de-France. On ne verra pas la marque Keolis. C'est Ile-de-France Mobilité. C'est Ile-de-France Mobilité, c'est qui ça. est notre client. Oui, bien sûr. Alors, du coup, le rôle de la com dans le rayonnement international, sachant que le chiffre d'affaires aujourd'hui est la moitié du chiffre d'affaires est fait international. Oui, 54%. 54%, ouais. Quel est le rôle de la com, du coup, si vous pouvez un peu creuser cette dimension-là? Oui, c'est un rôle de coordination. Donc, effectivement, le groupe est très décentralisé avec des DIRCOM dans les pays, mais aussi des responsables de com dans les réseaux, parce que le réseau, en fait, là où sont les opérations, là où est le business, là où sont les activités de transport ou de maintenance, hein, qui sont nos deux grandes activités, bah, c'est là que ça se passe, en fait. Donc c'est le cœur du réacteur. Et donc les équipes, nos réseaux sont staffés, ne serait-ce que pour faire le truc le plus important, et alors là, vous n'allez pas me démentir si vous prenez tous le métro parisien, c'est l'information voyageur, qui est le nerf de la guerre, pour la qualité de service, pour l'expérience client, enfin pour tout, quoi. Rien de plus énervant que de ne pas savoir ce qui se passe ou de ne pas avoir de visibilité sur son trajet. Donc, on a des réseaux qui sont effectivement très décentralisés, et nous, alors là, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. On a des organisations très classiques de réunions mensuelles avec nos réseaux, des one-to-one quand c'est nécessaire. La seule chose, c'est que l'année dernière, on a monté une nouvelle instance qu'on a appelée, un peu pompeusement, j'avoue, mais on s'est fait plaisir, ELT Communications. Et dans cette instance, on a convié, on va dire, les DIRCOM des plus grosses plateformes, mais numériquement assez peu, moins que ce que regroupe l'ensemble de la filière, à l'international comme en France. On a pris quelques représentants de l'international et de la France. Et en fait, on se réunit peu de fois, parce qu'en fait, on se réunit tous ensemble. Ça veut dire qu'on a des collègues de l'Australie et des US, puisqu'on est implanté dans ces deux géographies, donc sur l'heure du déjeuner. Et en fait, ces groupes-là, c'est pas du partage d'infos, on réfléchit à des thématiques communes, donc la marque employeur, le thought leadership, comment on gère cette problématique de marque, comment on embarque les collaborateurs en interne, etc. Et ça, c'est, j'avoue, en petit comité. Et dans cette logique de je réfléchis et je travaille sur les inconnus, les doutes qu'on peut avoir, et on se fabrique notre religion, ben ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, Sophie Durand. On peut vous applaudir bien fort. Merci. Alors, on va terminer cette matinée avec Antoun Sfer, qui est le CEO de e-Prespac et qui est partenaire de cet événement également. On peut l'applaudir. Merci, Antoun, de nous rejoindre. Bonjour. Alors, Antoun, cette semaine, c'est le sommet de l'IA à Paris. Où en est l'IA dans les outils techno pour gérer les RP? Alors, c'est difficile de passer après autant d'inspiration, mais je vais essayer d'être rapide et enrichissant si possible. L'IA, c'est assez balbutiement. D'ailleurs, vous en avez tous parlé sans en parler vraiment dans votre usage au quotidien. Nous, on vient d'annoncer un investissement d'1 800 000 € dans l'IA soutenu par BPI-France. Donc, c'est un sujet du quotidien pour nous affirmer encore plus en tant que leader européen de notre domaine, donc les newsrooms et le logiciel RP. Mais c'est presque pas notre sujet. C'est-à-dire que nos enjeux du quotidien aujourd'hui avec vous, c'est vous aider à convaincre les équipes d'aborder la transformation digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50% de nos rencontres du quotidien, on rencontre des équipes dont quelqu'un, souvent le DIRCOM ou le directeur de l'action média, a envie d'initier le changement,
mais qui sont encore à l'âge d'Excel, d'Outlook, du PDF, de WeTransfer et des silos. Et ce qui est ni sécurisé, ni sain, ni scalable, et ni prêt pour l'IA. Parce que l'IA ne va pas aller dans Excel, dans Outlook, dans le PDF. Il a besoin de bases construites, de bases accessibles, de bases scalables. Et pour ça, donc, malgré cet investissement important, on a une petite boîte de 32 personnes, même si on fait 50% de notre chiffre d'affaires hors de France. 1,8 million dans l'IA, c'est beaucoup, c'est structurant. Mais notre premier enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la transformation digitale. Et même si on a des beaux succès, on est arrivé à convaincre Buckingham Palace de digitaliser la newsroom de la reine d'Angleterre, ce qui pour une boîte française post-Brexit n'était pas une petite chose. Mais on reste avec des super histoires et des vrais besoins de transformer, d'accompagner. Et ça au niveau des outils de back-office, mais aussi en termes de newsroom. Vous avez vu ce qui pour moi est le plus gros groupe de presse nous a parlé tout à l'heure de nombre de vidéos vues, nombre de vidéos produites. On est sur une guerre de contenu, une stratégie de contenu, des contenus qu'il faut à la fois sécuriser mais aussi rendre disponibles. Je pense que Gilles, tu galères tous les jours pour récupérer des contenus et parfois plusieurs heures pour avoir une photo. Et nous aussi, c'est notre enjeu, c'est de dire à nos clients, en plus des données, en plus de la transformation digitale, créer des content factories, proposer vos contenus pour que les médias puissent les utiliser et les trouver facilement, sinon ils vont aller ailleurs, ils vont trouver la première photo disponible. Exactement. Mais là, ce qui m'a frappé en préparant cette intervention, c'est que moi j'avais en tête qu'aujourd'hui la règle c'est la symétrie des attentions finalement qu'on applique à tout. On doit traiter aussi bien ses salariés que ses clients. Mais finalement, est-ce que les journalistes sont aussi bien traités par les entreprises que les clients ? Je pense que c'est un vrai sujet. Et alors, je suis un partenaire avec plusieurs partenaires, donc les choses ont beaucoup changé. Mais dans de très nombreux cas, il y a un vrai décalage entre le virage digital et le virage multicanal, compris les médias. Et à nouveau, juste se rappeler l'ouverture des Échos du Parisien, où on ne parle pas de page vue, on ne parle pas de visiteurs uniques, on ne parle pas de lectorat presque, mais de nombre de vidéos vues. Et de ce que font beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore pris ce virage de transformation, qui est d'avoir une offre qui est désalignée avec le besoin d'une audience de journalistes et qui est en décalage avec ce qui se passe au niveau de la relation client, que ce soit en termes de traitement des demandes, donc d'avoir des choses qui permettent de réagir vite auprès d'un journaliste et de donner le bon contenu, que ce soit en termes de mise à dispo. Les contenus doivent être accessibles. Pourquoi est-ce que moi, client, j'ai un email HTML avec les contenus que je peux lire immédiatement et un journaliste, 3 lignes, un PDF attaché, et si tu veux la photo, contacte-moi, en même temps que les 300 autres journalistes qui veulent la photo parce que je suis une boîte du CAC 40 et que c'est une com de crise et que c'est maintenant. Il y a un petit souci, effectivement. Donc, il y a besoin d'upgrader en fait, ces solutions. Merci beaucoup, Antoine. Moi, je garde en tête, en tout cas, que si je reçois des communiqués de la reine d'Angleterre, c'est CI Presspack qui les envoie. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, je voulais vous remercier tous les 10 pour votre participation à cet événement. Je remercie encore donc Antoine Sferdi, Presspack, Corinne Régène pour les Échos, le Parisien Média, Paris Match Média. Maintenant, il y a Paris Match aussi dans le lot. Vincent de la Vessière et Pascal Cossa qui ont beaucoup bossé aussi en amont sur cet événement. Merci à tous pour la réussite de cet événement et merci de votre présence ce matin. Bonne journée à tous.